Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette rentrée sur le réseau Interdéchets et aussi sur le réseau traitement des déchets avec une première webconférence qui va concerner le RGPD. Et donc j'ai à mes côtés Benjamin Carré, avocat au cabinet Landau et Associés, qui va intervenir sur ce sujet-là pour répondre à vos différentes questions. Donc voilà, Benjamin Carré va refaire un point sur le cadre général par rapport au RGPD, reparler du RGPD et puis faire le point aussi pour vous expliquer comment on se met en conformité. Donc on verra par rapport au service déchets, là où vous êtes en particulier concerné. C'est important que justement vous posiez les questions que vous avez par rapport à vos spécificités de service et d'utilisation sur, par exemple, le contrôle d'accès en déchetterie, sur la gestion des données par rapport à des opérations de compostage ou d'autres opérations de prévention des déchets, ou au niveau du service collecte, si vous gérez les données par rapport à la gestion des bacs et des conteneurs pour les usagers. Donc on verra aussi les risques encourus si jamais le respect du RGPD n'est pas effectif. Et puis aussi, on parlera du rôle du DPO. Donc ça, Benjamin Carré vous expliquera plus précisément. Donc, je vous propose d'aller directement maintenant à l'intervention et puis Benjamin Carré pourra se représenter aussi pour le début. Alors, c'est comme ça. Et ensuite, pour faire défiler, c'est en bas à gauche. Voilà. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Carré. Je suis avocat au cabinet Landau et Associés. Et donc, comme il vient de vous être précisé, je vais vous présenter d'abord le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Et de manière plus générale, je vais vous présenter le cadre de la protection des données personnelles en France et pour vous, pour les services des déchets. Et en fait, cette présentation du RGPD dont vous avez sûrement entendu parler notamment depuis mai 2018, depuis mai de cette année, puisqu'il est entré en vigueur précisément le 25 mai de cette année, va permettre d'appréhender la façon pour le respecter pour vous. Parce qu'en fait, c'est une espèce de petite révolution qui s'est faite dans le droit de la protection des données personnelles, ce qui nécessite pour vous de prendre les devants, alors même que jusque-là, vous pouvez plutôt être dans une position, on va dire, entre guillemets, passive. Donc, voilà, la première chose que je vais faire, c'est présenter le cadre général de la protection des données personnelles, afin de d'abord définir ce que signifie RGPD et dire qu'il y avait, avant même l'entrée en vigueur du RGPD, vous respectiez, ou vous étiez censé, en tout cas, respecter le cadre de le respect des données personnelles. Donc RGPD, alors simplement pour bien savoir ce que ça veut dire Règlement général sur la protection des données personnelles. Alors règlement, en fait, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails pour savoir ce qu'est véritablement un règlement de droit de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment une question de juriste pour les juristes. Mais il faut savoir que c'est une loi, et c'est même plus qu'une loi. Donc la loi, même la loi française, doit respecter le RGPD. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le législateur a dû modifier la loi informatique et liberté de 78, qui fixait le cadre avant, on va le voir, pour respecter ce RGPD. Général, ça ne veut rien dire d'autre chose que c'est général et qu'on a des dispositions qui sont d'ordre général. C'est pour ça que parfois, à certains moments, ça peut vous paraître abstrait et je pense qu'avec les questions, on va pouvoir aussi un peu recalibrer les choses. Mais le RGPD s'applique vraiment à tout le monde. Il ne s'applique pas qu'au service public, il ne s'applique pas qu'au service des déchets. Il s'applique à toutes les personnes morales qui traitent des données personnelles. Et en fait, il a un objectif de protection très important. C'est le P de RGPD, c'est la protection, qui signifie qu'en fait, il va accorder des nouveaux droits à des personnes physiques, c'est-à-dire pour vous, des usagers du service public, mais aussi les agents du service public, dans leurs données personnelles. Alors, données personnelles, c'est vraiment le terme le plus important à retenir pour vous. Et pour savoir, avec cette définition des données personnelles, vous allez savoir si ce que vous traitez ou pas, ce que vous êtes amené à manipuler, à collecter, à transmettre comme type de données, vous devez savoir si ce sont des données personnelles ou non pour savoir si le RGPD va s'appliquer ou non. Parce que le RGPD, comme son nom l'indique, ne s'applique qu'aux données personnelles. Et si les données ne sont pas personnelles, il n'y a pas de respect du RGPD qui s'impose. Donc c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Les données personnelles, que sont-elles? Ce sont toutes les informations qui concernent une personne physique, qui permettent de l'identifier ou qui permettent de la rendre identifiable. Et en fait, c'est sur ce dernier point de la rendre identifiable
qu'il faut, qu'il faut s'arrêter un peu parce qu'en fait, ça fait que c'est une définition très large et qui peut englober énormément de choses. Par exemple, l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est le numéro de sécurité sociale. C'est une donnée qui permet de nous rendre identifiables et donc du coup, ça rentre dans les données personnelles. Donc, il faut vraiment voir, il ne faut pas s'arrêter aux seules données qui permettent de nous identifier. Alors, pour simplement préciser 2-3 choses avant l'entrée en vigueur du RGPD, il existait déjà, et notamment pour vous, un respect des données personnelles qui s'imposait, notamment, et je pense que vous la connaissez, elle est assez célèbre, même pour les profanes qui ne traitent pas des données personnelles la connaissent, c'est la loi informatique et liberté de 1978. Et en fait, la France était en matière de protection des données personnelles assez en avant par rapport aux autres pays. Si bien que par exemple la directive de 95 de l'Union européenne sur la protection des données personnelles a en fait repris beaucoup de cette loi de 1978 et l'a étendue aux autres pays. Je rappelle que comment cette loi informatique et liberté a été faite avec ce qui s'est appelé le projet Safari, qui était dans les années 70 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus, donc ça s'appelait Safari, qui en fait était une tentative de répertorier tous les Français en fonction justement, j'en parlais du numéro de sécurité sociale, et de faire un fichier géant de traitement de toutes ces données. Et c'était un projet qui avait été dénoncé par le monde et qui avait vraiment eu grand vent dans l'opinion publique à l'époque et qui a amené par la suite le législateur à prendre cette loi informatique et liberté. Donc voilà, pour dire les choses très simplement, le RGPD, bien qu'il s'agisse d'un nouveau cadre, et je vais vous préciser en quoi le RGPD quand même révolutionne les choses, il s'actualise au cadre actuel qui, pour vous, était déjà assez complet en fait. Mais simplement, il y a un changement dans la logique que je vais vous préciser ensuite, qui est important. À côté du RGPD, on peut maintenant vous préciser les autres dispositions qui peuvent s'appliquer, mais j'en parlerai simplement là et après je les évacue parce que en fait, il y a une possibilité pour vous pour qu'elle s'applique au service des déchets qui n'est pas encore exactement déterminée, donc on n'en est pas encore sûr. Mais il y a la directive NIS, donc qui veut dire Network Information System, qui en fait renforce les obligations s'agissant des opérations de services essentiels. Et parmi ces opérations de services essentiels qui sont définies par décret en France, on a les services de l'énergie et donc les services des déchets pourront être concernés via cette notion des services de l'énergie. La transposition de la directive, elle est intervenue le 27 février 2018. C'est un nombre d'obligations qui est assez conséquent, mais du reste, je ne vais pas les préciser dans cette webconférence qui va vraiment rester concentrée sur le RGPD. Mais voilà, c'est une façon pour vous de savoir que il y a le RGPD, mais il n'y a pas que le RGPD en matière de respect des données personnelles. Il y a également aussi les opérateurs d'importance vitale, qui sont un peu en fait les mêmes choses que ce ne sont pas les mêmes choses que les opérations de services essentiels, mais c'est la même logique qui a dominé, sauf que les opérateurs de services essentiels sont une initiative de l'Union européenne, tandis que les OIV, les opérateurs d'importance vitale, sont d'initiative nationale. Donc, alors voilà, le RGPD, le saut dans l'inconnu, c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle on a tant parlé du RGPD, alors même que, comme je vous l'ai indiqué, il y avait déjà un droit de la protection des données personnelles. La raison pour laquelle on a beaucoup parlé du RGPD, parfois on s'est fait peur sur le RGPD, c'est qu'en fait, il a renversé la logique qui prédominait alors en matière de respect des données personnelles, qui était ce système, si vous avez déjà eu affaire, cela vous paraîtra très familier, ce système de déclaration, notamment de déclaration à la CNIL, des données personnelles traitées, données sensibles, etc. Où en fait, on était plutôt dans une situation dans l'attente, où on n'avait pas un besoin d'être proactif comme aujourd'hui il faut l'être en matière de respect des données personnelles. Aujourd'hui, le RGPD, ce qui change, c'est qu'il abolit, on va dire, ou il abroge ce régime de déclaration et il impose cette logique, alors qu'on dit en anglais, parce que c'est du droit de l'Union européenne, donc il y a de l'anglais, c'est le principe d'accountability qui est traduit en français plus ou moins par la logique de responsabilisation, qui signifie en fait que vous êtes tenu de respecter le RGPD. Il y a des sanctions qui sont
posées, mais je vais vous les donner après. Les montants sont faramineux, mais ces sanctions peuvent aller à des montants faramineux, pour être plus exact. Mais entre ça et entre les sanctions qui ne sont pas exactement déterminées et les obligations qui s'imposent à vous, qui sont larges et qui doivent être affinées, en fait, les autorités de contrôle, et en France notamment la CNIL, ont une marge d'appréciation énorme pour contrôler et pour sanctionner. Si bien que c'est la raison pour laquelle ça peut faire peur, et en fait ça donne un pouvoir très important pour les autorités de contrôle en matière de respect des données personnelles. Donc, parmi les nouvelles obligations, plus ou moins nouvelles, en matière de RGPD, il y a par exemple cette tenue d'un registre des traitements des données qui s'applique à vous, qui est, bon, pour faire un juriste, qui est l'article 30 du RGPD, ou qui en fait vous impose de tenir un registre de toutes les données personnelles que vous allez traiter. Et voilà. Et là, c'est en fait une obligation depuis le 25 mai 2018, même s'il y avait déjà cette obligation dans la loi informatique et liberté, mais sous d'autres formes. Il y a là un nouveau système qui s'appelle le Privacy Impact Assessment. Alors en français, ça a été traduit, donc parfois on voit la traduction en français qui est l'étude d'impact sur la vie privée, donc EIDD, qui en fait, alors c'est pas en cas de traitement des données sensibles, mais c'est en cas de traitement à risque, à vous d'identifier le risque. Il y a toute une étude d'impact qui doit être menée avec un processus qui est très bien décrit sur le site de la CNIL, et là sur ce point, on reverra après ce point, mais je vous renvoie d'ores et déjà au site de la CNIL. Ça, c'est une nouvelle obligation de RGPD. La troisième obligation de RGPD, qui est la plus fameuse, c'est celle de désigner un délégué à la protection des données personnelles, donc DPD, qu'on peut aussi traduire en Data Protection Officer, donc DPO. Moi, c'est le terme que j'utilise, c'est DPO, mais voilà, on peut comprendre également le DPD, qui est en fait l'institution qui va remplacer le CIL. Et dans de nombreuses hypothèses, il est obligatoire, et notamment dans l'hypothèse du service public, ou pour les personnes publiques. Donc voilà, première nouvelle, si vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes obligé de nommer un délégué à la protection des données personnelles. Je pense que si on s'est un peu intéressé au RGPD, on a vu que c'était vraiment la première des obligations qui ressortait du lot. Et la garantie des nouveaux droits aux personnes concernées, en fait, là encore, il y avait déjà des droits pour les personnes concernées. Alors là, bon, je vous ai cité des droits qui sont vraiment ceux du RGPD, mais qui sont généraux et qui ne s'appliquent pas nécessairement au service des déchets, notamment je pense à la portabilité, mais il y a tout un système de garantie de ces droits nouveaux que je vais vous préciser, qui fait que le RGPD est effectivement quelque chose de nouveau. Alors ensuite, donc voilà, est-ce une révolution? Alors il y a eu un petit problème dans la mise en page. Comme je vous l'ai dit, oui et non, c'est-à-dire que non, il y avait des dispositions qui étaient déjà similaires, qui étaient quasiment parfois pour certaines identiques, mais vous êtes dans une démarche aujourd'hui où vous devez être proactif. Et était-ce nécessaire? Oui, parce que en fait, on est dans un système aujourd'hui où vous traitez les données personnelles et un nombre de données personnelles de plus en plus important, et en fait, on se rend compte qu'il y a un manque de confiance et il y a une possibilité de risque de contentieux assez conséquente. Si bien qu'il ne faut pas prendre le RGPD à la légère. Pour ce qui est des sanctions, je vous en parlerai des sanctions, du moins je vous parlerai de ce qui s'est passé en termes de sanctions, ce qui reste encore réduit. Alors, est-ce que le RGPD s'applique au service des déchets? Oui. Comme je vous l'ai dit, le RGPD s'applique à vraiment énormément, sinon tous les domaines, et il protège les personnes physiques. Alors, je vais préciser ensuite qui sont les personnes concernées, mais en fait, oui, vous êtes entièrement concerné par le service, en tant que service des déchets, par la protection des données personnelles, et pas tant que les usagers, mais également les agents, les élus ou tout autre tiers. Tout le monde est concerné et tout le monde est protégé à son titre de personne physique. Donc voilà, le RGPD s'applique à vous et vous devez le respecter en tant que, là on appelle ça un responsable de traitement ou sous-traitant, on verra ensuite la notion de sous-traitant. Et responsable de traitement, en fait, signifie que celui qui doit respecter le RGPD et qui peut possiblement être sanctionné, c'est la personne morale qui gère le service. Donc, si c'est une régie dotée de la personnalité morale, c'est la régie dotée de la personnalité morale. Si c'est la communauté de communes, ça sera la communauté de communes. Si c'est un syndicat, ça sera le syndicat. C'est pas une personne physique qui peut être sanctionnée, c'est pas le délégué à la protection des données personnelles qui a une responsabilité bien différente, qui a une responsabilité, mais qui n'est pas la même. Mais c'est voilà, la personne morale représentée toujours qui est concernée. Donc voilà, alors pour faire
une présentation aussi détaillée que possible de quels sont les traitements de données concernés. Alors, il n'y a pas de définition des traitements des données, mais en fait, le RGPD fournit une liste de toutes les opérations qui rentrent, une liste qui est non exhaustive, de toutes les opérations qui rentrent dans cette notion de traitement des données. Donc, souvent, on pense à la collecte, c'est-à-dire acquérir une donnée personnelle, mais il n'y a pas que la collecte. La communication, par exemple, quand on me demande de communiquer des données personnelles, c'est un traitement de données personnelles. Donc, j'applique le RGPD. C'est toujours la même logique. Alors, voilà, il y a l'enregistrement, l'organisation, la consultation, l'utilisation, l'adaptation, la modification. Alors, en fait, ça a été traduit un peu comme ça, c'est vie et mort d'une donnée personnelle, c'est-à-dire que de la date à laquelle cette donnée est collectée jusqu'à moment auquel elle est détruite, archivée ou détruite, le RGPD s'applique et le respect d'un certain nombre d'obligations s'applique. Précision importante, parce que en fait, c'est une vue de l'esprit de considérer que le RGPD et toutes ces obligations s'appliquent uniquement aux informations informatisées, c'est faux. Ça s'applique aux informations qui font l'objet d'un traitement numérique, mais pas nécessairement. Ça peut également donc s'appliquer au support papier. Ça s'applique au traitement automatisé en tout ou partie, mais pas forcément. Et donc, ça s'applique donc dès lors qu'on a un fichier vraiment au sens le plus large du terme, qu'il s'agisse d'un fichier physique, enfin matériel ou numérique. Quelles sont les personnes concernées? C'est donc, comme je vous l'ai dit, toutes les personnes physiques, mais rien que les personnes physiques. Donc, c'est les usagers du service public, les agents du service public, les élus et même les tiers. Et dans quel document vous êtes susceptible de trouver, on va dire ça comme ça, des données personnelles? C'est voilà, dans tous les fichiers que vous avez, peu importe qu'ils soient informatisés ou non. Donc là, on a même mis les emails, les fichiers en usage interne, les fichiers papier, les calendriers. Mais après, on verra pour votre service particulièrement. Donc voilà, les indications sur les dotations des bacs, les indications des fréquences de collecte, toutes c'est là que vous allez trouver des données personnelles, on va dire ça comme ça. Et le plus important, alors souvent quand il s'agit du respect des données personnelles des agents, c'est dans les fichiers, les fichiers de gestion de paye, c'est là où vraiment on a le plus de données personnelles. Et sinon c'est dans la gestion du fichier abonné usager du service public, ce qui est le plus marquant pour les déchets. C'est là où vous allez vraiment trouver les données personnelles pour lesquelles vous allez devoir traiter avec plus d'attention que d'autres données. Alors j'ai fait un petit focus sur les données sensibles, mais c'est davantage pour les évacuer en fait de l'étude parce que en tant que service des déchets, vous êtes peu amené à traiter des données sensibles, a priori. Du moins si vous en traitez, c'est qu'il y a vraiment une vigilance qui a baissé, puisque là vous avez la liste exhaustive des données personnelles. C'est l'origine raciale, ethnique, opinion politique. Je vous laisse la découvrir si vous la connaissez pas. Et ces données sensibles, elles peuvent pour la collectivité publique vraiment se retrouver, notamment pour les communes, mais pour les services des déchets, il y a quand même peu de chances, à part par exemple pour les convictions syndicales en ce qui concerne certains agents, les agents, il y a peu de chances que vous soyez amené à traiter des données sensibles. Mais je tiens à préciser que le fait qu'une donnée ne soit pas sensible ne signifie pas qu'il y ait une espèce de sensibilité au sens où on l'entend généralement en termes non juridiques. Et par exemple, quand on parle de traitement à risque, ou quand on est inquiet sur le traitement, la quantité de traitement de données personnelles effectuées, c'est-à-dire que ce traitement se fait à grande échelle, il y a des obligations renforcées qui s'imposent. Notamment, je vous ai parlé de l'étude d'impact. Et ça, ce sont des procédures qui s'appliquent alors même qu'il n'y a pas de données sensibles, mais qu'on est sur un terrain sensible. Donc voilà, c'est simplement pour préciser que les données sensibles qui ont un cadre particulier, quand bien même ils ne s'appliquent pas, ne veut pas dire qu'on est dans une situation où on est entièrement confortable. Donc quels sont les principes du RGPD? Alors là, en fait, je vous ai listé les 3 grands principes du RGPD, et s'il y avait une seule chose à retenir de cette présentation, ce serait ces 3 grands principes, parce que de ces principes découlent les autres principes du RGPD, les obligations du RGPD, et on comprend vraiment la logique. Là aussi, ces principes du RGPD, ils sont pas si nouveaux que ça. La loi informatique et liberté les garantissait déjà. Alors, quand on parle du premier principe, celui de licéité, ça peut paraître un peu redondant, c'est-à-dire de vous dire que oui, vous devez respecter les données personnelles, qu'une donnée personnelle doit être que le traitement d'une donnée personnelle doit être légal.
Quand on dit ça, on a l'impression qu'on n'a rien dit. Mais en fait, c'est très précis parce que le RGPD fixe 6 bases sur lesquelles vous allez devoir respecter pour traiter une donnée personnelle. Le principe de loyauté et de transparence, il a été vraiment mis en avant par le RGPD et là, il implique une obligation d'information, de se rendre compte, par exemple en cas de communication, est-ce que je dois prévenir les personnes concernées par les données personnelles qui vont être communiquées. Ça, c'est vraiment la nouvelle logique du RGPD. Et le principe de limitation des finalités, il date depuis le début, depuis la loi informatique et liberté. C'est de dire, et là c'est vraiment une chose, on va revenir dessus, c'est la chose la plus claire, c'est les données ne doivent être collectées que pour des finalités qui sont au préalable déterminées, explicites et légitimes, avec une possibilité de revenir et de déterminer de nouvelles sous-finalités, dont on appelle, mais lesquelles doivent être compatibles avec cette première finalité. Donc, simplement pour détailler le principe de licéité du traitement, donc c'est 6 bases légales. Alors, de mémoire, j'ai plus l'article du RGPD qui les liste, mais elles sont là, ce sont des conditions qui ne sont pas cumulatives, c'est alternatif. Et en fait, quand vous êtes amené donc à traiter des données personnelles, c'est la première question que vous devez savoir, après avoir bien identifié que c'est une donnée personnelle, c'est est-ce qu'elle rentre dans une de ces bases légales. Et bon, alors, bingo, si j'ose dire pour vous, vous avez parmi ces bases l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si mon traitement de données personnelles est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, le service public des déchets est un service public, mon traitement des données n'est pas illicite, ou du moins, c'est-à-dire qu'on part sur de bonnes bases, si j'ose dire. Et vous avez d'autres, si on n'est plus dans le cadre d'une mission de service public, vous avez toujours d'autres bases légales. Et la première d'entre elles, c'est le consentement, mais c'est aussi, il faut bien comprendre par là que en fait, le consentement de l'usager, il est pas nécessaire dans tous les cas. La preuve, pour vous, par exemple, ce qui est une vue de l'esprit de considérer en fait le contraire et de voir dans le consentement de l'usager ou d'une personne au traitement de ces données personnelles l'alpha et l'oméga du droit de la protection des données personnelles. C'est faux, c'est une grande partie et ça revient souvent, mais c'est pas nécessaire. Sur l'exécution d'un contrat, donc là il s'agit de dire le traitement est licite car nécessaire à l'exécution d'un contrat. Je précise que c'est un contrat dont est partie la personne concernée par les données personnelles. C'est très important. Une obligation légale, là aussi, ça peut être très large et vous êtes astreint à un nombre d'obligations tout à fait conséquent. Donc, on peut facilement trouver, si j'ose dire, une obligation légale qui justifie le traitement. Et l'intérêt vital, l'intérêt légitime, c'est là vraiment des conditions qui sont pour vous vous allez moins souvent rencontrer. Donc voilà, principe de finalité des traitements, c'est la pierre angulaire de la protection des données personnelles. Comme je vous l'ai dit, c'est dire que les données personnelles ne sont collectées que pour une finalité déterminée, explicite et légitime, et ensuite ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cette finalité. C'est large, c'est très précis, c'est à la fois large et précis. C'est-à-dire que, en fait, avec cet article, vous allez, par exemple, quand vous vous amenez à poser la question, est-ce que je peux réutiliser ces données? Vous rentrez dans le cadre de cet article qui est l'article 5 du RGPD. Avec cette question, quand vous posez la question, est-ce que je peux réutiliser ces données, c'est traduit sur un plan strictement juridique. Cela signifie, est-ce que je peux, le traitement que je vais faire de ces données sera compatible avec le premier traitement. Et alors là, il y a une appréciation qui doit être donnée qui est assez compliquée. La CNIL peut vous aider, alors même que c'est une autorité qui va vous sanctionner en cas de non-respect, elle a aussi un rôle d'accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit et qu'on regarde si on peut réutiliser ces données. Voilà. Ensuite, le principe de loyauté et de transparence, je n'ai pas fait une slide en particulier parce qu'en fait, il est très, très général et il n'y a pas de... à part l'obligation d'information qui en découle, c'est difficile de le définir. Mais il y a toute une série de principes, alors là j'en ai pris 4, mais on pourrait en lister plusieurs, mais là c'est les 4 plus importants, qui découlent des 3 grands principes que je viens de vous citer: la minimisation des données, l'exactitude, la conservation et leur sécurité et leur confidentialité. Et ça fixe, ça complète le cadre du respect de la protection des données personnelles. Alors le principe de minimisation des données,
signifie qu'en fait, vos données, vous devez les traiter, vous devez simplement traiter des données qui sont pertinentes, adéquates et limitées au regard de la finalité que vous avez déjà déterminée de votre traitement. En fait, on prend le minimum, ou c'est, pour le dire, autrement, c'est doit être strictement proportionné. Et quand vous êtes amené à traiter d'un fichier abonné, est-ce que vous avez bien besoin d'avoir la date de naissance des abonnés? Est-ce bien nécessaire? Vous posez la question pour réduire vraiment au minimum les données personnelles que vous devez avoir au regard de la finalité déterminée. L'exactitude, en fait, signifie que vous devez avoir le bon, par exemple, si on parle de nom et de prénom ou d'une adresse, signifie que vous devez avoir l'adresse exacte, ce qui implique, par exemple, une mise à jour du respect des données personnelles. La conservation, donc là, on est plutôt dans l'hypothèse pas que de l'archivage, mais de comment je vais garder ces données personnelles, qui peut y avoir accès. Là aussi, c'est une question en fait aussi de sécurité et de confidentialité. Et le principe de conservation des données personnelles est un principe en fait qui impose qu'il n'y a pas de conservation ad vitam aeternam de données personnelles et qu'elles sont limitées dans le temps. Et cette date de limitation doit être déterminée, toujours la même chose, en fonction de la finalité du traitement. Et la sécurité et la confidentialité des données, c'est de dire mes données que je traite, que j'ai collectées, que j'ai communiquées, il faut que je les traite, collecte, communique de manière sécurisée, de manière confidentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des données personnelles qui sont disponibles à la vue de tous dans un service. Et un seul service des déchets ne signifie pas que tous les agents du service des déchets peuvent avoir accès à toutes les informations personnelles. Donc ça implique une organisation technique qui est décrite aussi par la CNIL. La CNIL précise, on va même jusqu'à préciser par exemple les mots de passe ou comment faire son mot de passe pour des comptes. Quel est le mot de passe le plus sécurisé et qui respecte le plus cette obligation. Là, on est vraiment dans l'organisation technique et opérationnelle. Alors, à côté de ces droits, il y a aussi cette nouvelle façon pour les usagers. Là, je pense surtout aux usagers, mais ça peut être exactement le cas des agents. C'est comment ces personnes vont faire valoir leurs droits en dehors de tout contentieux. Puisque maintenant le RGPD, comme il est directement applicable, en fait, le juge français peut l'appliquer, et donc du coup, ça peut être un moyen qui peut être développé à l'occasion, alors de tout contentieux. Encore faut-il que ce moyen soit opérant, mais c'est un moyen invocable. En dehors du contentieux, vous pouvez être amené à avoir l'usager qui va vous faire valoir une méconnaissance de son droit de la protection des données personnelles, dont l'intérêt pour lui peut être très important ou plus ou moins important, sans même que vous parveniez vraiment à définir pour vous son intérêt à agir. Il faut vraiment se caler dessus et bien respecter ses droits parce que, comme je vous ai dit, il y a et en dehors des sanctions, il y a une possibilité de risque de contentieux qui est assez importante. Donc, comment répondre à une demande? Alors là, c'est prévu. On a un délai de réponse qui est d'1 mois. Donc, délai de réponse plutôt réduit par rapport au délai de 2 mois qui prédomine en droit administratif et qui s'applique souvent au service des déchets. C'est à compter de la réception d'une demande. Vous avez 1 mois pour y répondre. Avec ce même système de réponse implicite, explicite, avec réponse implicite, fait, alors là aussi dans un délai d'1 mois, qui s'applique. Il y a un principe de gratuité de la demande qui n'était pas forcément le cas avant, puisque avant vous étiez dans la possibilité de demander, alors c'était pas faire une demande payante, mais vous pouviez, en cas de demande de copie des données personnelles, réclamer de l'argent, c'est plus le cas. Du moins, ça doit plus être le cas. Et vous avez une obligation, alors voilà, là on est toujours dans des termes très généraux, mais c'est de donner une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, sont vraiment les termes utilisés par le RGPD, à la personne qui fait sa demande. Alors, les sanctions prévues par le RGPD, donc, alors voilà, elles sont conséquentes, donc je vais vous dire, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Alors qu'en fait, quand on a dit ça, quand on met des sanctions aussi conséquentes, ça peut avoir 2 effets. Alors, ça peut être soit très inquiété, soit prêter, pas à sourire, mais à se dire, moi, en tant que service des déchets, comment je peux envisager une telle sanction. En fait, comme je vous l'avais précisé, le RGPD s'applique à tout le monde et il a été déterminé à l'origine pour les grandes sociétés, qui ne sont pas d'ailleurs des sociétés européennes, mais qui ont des activités dans l'Union européenne, américaines notamment, qui traitent des données personnelles, de nos données personnelles les plus importantes. Donc voilà, comme on dit aujourd'hui, qu'on connaît sous l'acronyme les GAFA, et c'est pour ces sociétés qu'on a inventé ces sanctions.
qui sont de l'ordre donc de 10 millions d'euros, et pour les violations les plus graves, qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros. Il y a également, ça c'est les premiers types de sanctions, donc c'est les amendes forfaitaires. L'autre type de sanction, c'est la sanction en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, ça vous concerne encore moins, puisque vous n'êtes pas une entreprise, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc c'est 2% ou du chiffre d'affaires ou 4%. Pour vous, comment dire quelles sanctions ou quel est le montant des sanctions qui pourra vous être appliquées? En fait, c'est difficile de vous donner cette réponse. Alors, il y avait déjà des sanctions qui prédominaient déjà avant l'entrée en vigueur du RGPD avec la loi informatique et liberté. Ce que je peux vous dire sur ce point, c'est que par exemple, alors ça reste une société privée, mais Optical Center ou Optic Center, je ne sais plus exactement comment on l'appelle, qui était une société d'opticiens, une société d'opticiens, qui a été amenée qui a mal sécurisé son fichier pas des abonnés, alors du coup c'est une déformation de dire des abonnés, mais son fichier de clients, et qui a eu une sanction pour ça qui était de l'ordre de 200 000 euros. Il faudrait rapporter au chiffre d'affaires en fait de Optical Center pour voir de combien, si c'était une sanction pour eux important ou pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on reste quand même dans l'inconnu, ce qui est aussi peut-être un but pour faire peur et pour se dire bon bah on est dans l'inconnu, je vais pas prendre de risques, donc je vais bien respecter les choses. Je peux ajouter une dernière chose en la matière, c'est qu'il y avait une interview, donc il faudrait que je retrouve la date exacte, mais c'était courant février de cette année, février 2018, de la présidente de la CNIL, qui précisait que vraiment, s'agissant et des PME, mais aussi du secteur public et notamment des plus petites collectivités locales ou des petits syndicats, il y avait vraiment, comme la CNIL est dans une obligation d'accompagnement, il y avait cette idée de ne pas sanctionner directement. Et donc, vous avez vu, on est le 25 mai 2018, on n'a pas eu depuis le 25 mai 2018 des sanctions, on n'a pas vu de sanctions tomber pour méconnaissance du RGPD. C'est pas du tout l'esprit du RGPD, même si on peut craindre toujours les sanctions pour l'exemple, on peut craindre et s'attendre à des sanctions, parce que quand on fait une loi et qu'on crée de nouvelles obligations et qu'on les rend sanctionnables, les sanctions finissent toujours par arriver à un moment donné. Là, c'est pas encore le cas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se presser, mais ce qu'il ne faut pas dire non plus qu'il faut faire les choses dans la précipitation. Il y a de toute façon une espèce de procédure de mise en conformité au RGPD qui a été un peu déterminée alors par tout le monde, par les entreprises, par la CNIL. Vraiment, on parle tous, donc je vais vous préciser les contours ensuite. Cette mise en conformité, comme on dit, ça veut simplement dire comment je vais faire pour respecter le RGPD. Le dernier point dont je voulais vous parler en termes de présentation générale, c'est cette logique de responsabilisation. En fait, je vous en ai déjà parlé au début, alors a priori je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est de dire que en fait on est dans une mise en conformité dynamique, permanente, où vous, en tant que responsable du traitement, vous êtes obligé tout le temps de prendre les devants pour savoir si je respecte les données personnelles. Personne ne va venir vous dire, à part la CNIL en cas de contrôle, mais c'est pas tout de suite, à part la CNIL, personne ne va vous dire, vous ne respectez pas le RGPD, voilà ce que vous devez faire, est-ce que vous devez modifier votre règlement de service, est-ce que ces données personnelles sont bien traitées. C'est à vous tout le temps de vous poser cette question. Raison pour laquelle on a imposé aussi cette obligation du délégué à la protection des données personnelles, dont je vais vous préciser vraiment la définition de la mission ensuite. Voilà, protection des données personnelles, et ça c'est dès l'origine de la collecte, dès la conception d'une donnée, c'est ce qu'on appelle privacy by design, et par défaut, c'est-à-dire par principe, privacy by default. C'est les deux principes du RGPD, de la logique de responsabilisation qui découle du RGPD. Donc là, vous avez vraiment le cadre du RGPD, avec cette logique de responsabilisation fait que on passe donc de ce système de déclaration à la CNIL, on l'abandonne, et donc les formalités sont allégées, mais les formalités en externe, si j'ose dire, notamment les formalités à la CNIL, il n'y en a plus ou quasiment plus, il reste quelques exceptions, mais on passe dans un formalisme interne, donc là où il faut vous documenter, comme le dit la CNIL, et en fait, là vous allez faire énormément de choses, notamment ce registre des données personnelles, des éventuelles analyses d'impact, les clauses dans les marchés publics, les modifications du règlement de service, les politiques de confidentialité, les chartes éventuellement. Tout ça, c'est précisé dans le RGPD qui parle même des chartes et qui dit que ça peut être une bonne chose de le faire, mais si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné, mais c'est quand même mieux de le faire. Donc, on est quand même
dans un cadre très large où on a énormément de choses à faire en interne. Si bien que, en fait, même si on dit on arrête avec le formalisme, en fait, on arrête avec le formalisme pour la CNIL, mais pour vous, en interne, vous allez en avoir quand même. L'accompagnement des autorités de contrôle, là, je vous en ai parlé, c'est la CNIL, et les sanctions renforcées, je vous en ai également parlé, voilà, ce que je vous ai dit sur les sanctions, je ne peux pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous en dire plus. Donc, le délégué à la protection des données personnelles, alors, il devait peut-être éventuellement être traité à la fin, mais je pense que c'est une bonne chose de le traiter là, puisqu'en fait, pour vous, le délégué à la protection des données personnelles, c'est si vous ne l'avez pas désigné, c'est la première chose que vous devez faire. Alors, c'est pas un ordre comme ça qui est obligatoire à suivre, mais c'est l'ordre le plus simple. Pas parce que vous allez refiler la patate chaude, si j'ose dire, du RGPD au délégué à la protection des données personnelles, parce que je vais vous préciser vraiment son rôle, mais parce que c'est, entre guillemets, simple à faire de désigner une personne, et que c'est le plus rassurant, on va dire. Alors, qu'est-ce que le délégué à la protection des données personnelles? C'est celui qui va remplacer en droit français le correspondant informatique et liberté, le CIL, que peut-être certains d'entre vous avaient ou avaient déjà consulté, qui n'était pas obligatoire alors que le DPO l'est aujourd'hui. Précision importante, le RGPD ne prévoit pas de substitution des CIL de plein droit au DPO. Plutôt de substitution des DPO aux CIL actuellement existants. Si bien que si vous êtes correspondant informatique et liberté, ou si votre collectivité a un correspondant informatique et liberté, alors même que cette institution ou ce rôle, on va dire, est amené à disparaître, la personne qui est CIL ne va pas nécessairement comme ça devenir DPO. Il faut le désigner comme tel. Alors, cette obligation de désignation du délégué à la protection des données personnelles, du DPO, je précise plutôt le DPO, c'est une obligation pour vous en tant qu'autorité, en tant que personne morale de droit public. Dans le RGPD, on parle de, comme c'est du droit européen, on utilise parfois d'autres termes. On parle d'autorité publique. Et en fait, on s'est posé la question de savoir quelles sont les autorités publiques concernées, et la réponse, elle est simple, c'est vraiment toutes les personnes morales de droit public. Donc, tous les organismes qui sont dotés de la personnalité morale. Ce qui fait énormément de personnes, et comme il n'y a aucune exception, il y a des aménagements, mais il n'y a pas d'exception, nous sommes dans une situation où la commune de 150 habitants, jusqu'à la métropole de Grand Paris, tous doivent nommer un délégué à la protection des données personnelles. Il n'y a pas d'exception. Que vous soyez un syndicat, donc si vous êtes un syndicat, vous avez la personnalité morale, vous êtes obligé de nommer un délégué à la protection des données personnelles. Cette obligation stricte dans ce sens a été vivement contestée par le Sénat en France, qui voulait la réduire, voire la supprimer carrément. Alors, pas la supprimer carrément, parce que ça n'aurait pas été vraiment conforme au RGPD, mais du moins voulait poser des exceptions. Le gouvernement l'a pas entendu, ou du moins n'a pas voulu, mais a entendu cette réclamation et a rappelé qu'il y avait une possibilité d'externaliser, de mutualiser cette fonction sans même inventer un dispositif spécial en la matière. Et là, on est vraiment dans de la mutualisation en droit des collectivités locales ou de l'externalisation. La seule obligation en la matière, c'est d'avoir un délégué à la protection des données personnelles qui s'applique uniquement aux personnes publiques et qui ne va pas travailler également pour une personne privée. Du reste, vous êtes libre de le mutualiser avec qui bon vous semble. Alors, il faut que ça soit pertinent. Je crois que beaucoup de départements, ou à l'échelle départementale, pas les départements, mais c'est vraiment à l'échelle départementale que s'organisent ces DPO mutualisés, comme on dit, et donc l'adhésion à ce DPO vaudra désignation du délégué à la protection des données personnelles, à voir les modalités juridiques, parce qu'il y a sûrement une délibération à prendre, et là, on va voir ce point après. Mais comme le délégué à la protection des données personnelles peut lui-même être une personne morale, vous pouvez avoir ce syndicat mixte du respect des données personnelles. Alors, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais il y en a beaucoup, et qui peut faire office de DPO pour vous. Ses missions, alors il est chargé de mettre en œuvre la conformité au RGPD d'un organisme s'agissant de l'ensemble des traitements mis en œuvre par cet organisme. Alors, pour être précis, il faut qu'il informe, il faut qu'il conseille le responsable du traitement dans sa mise en conformité au RGPD.
c'est la mission de base du DPO qui peut être élargie dans le contrat qu'on va faire avec lui ou dans sa désignation. En fait, le DPO, pour dire les choses clairement, il n'est pas à la base censé mettre en œuvre la collectivité, la structure, la mettre en conformité au RGPD. Il est censé simplement la conseiller, mais il est prévu qu'on peut lui donner plus de missions, si bien qu'on peut arriver à une situation où en fait c'est lui qui va vraiment piloter les choses, alors même que, précisons bien, ça n'a pas d'impact sur la responsabilité qui reste de la responsabilité du responsable du traitement, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui reste la structure. C'est pour ça aussi qu'on précise qu'il n'est pas nécessairement tenu de chargé de tenir le registre des données personnelles que vous êtes obligé d'établir. Si bien que quand vous désignez votre DPO, il faut bien le préciser. Si vous entendez lui faire tenir ce registre, précisez-le. Sinon, c'est pas dans ses missions légales. Donc, il pourra, même si lui peut vous dire oui, je m'en charge, en cas de problème, c'est plus sécurisé de préciser. Le DPO, ça c'est le RGPD qui le précise lui-même, donc précisons-le également. Il doit être compétent, c'est marrant de dire ça comme ça, mais en fait c'est une façon de montrer que c'est une personne importante, qu'il ne faut pas prendre cette institution, cette mission, ce rôle à la légère. Et dans le RGPD, l'expression utilisée, c'est d'avoir des compétences professionnelles et spécifiques, des compétences professionnelles et techniques spécifiques. Alors, en pratique, les DPO qui ont été nommés, alors je n'ai pas fait d'études statistiques, mais les CIL, on va dire, on va partir des CIL, qui ont été nommés, c'était 50% des juristes, ou 40% des juristes, 40% des techniciens, disons-le comme ça, et voilà, 20%, une espèce de mix. Il n'y a pas de profil type du délégué à la protection des données personnelles, et ça peut être très large. Mais il faut vous assurer qu'il exprime au moins un intérêt qui fera de lui une personne compétente si il est quelqu'un de consciencieux. Deuxième chose à bien faire attention, c'est le risque de conflit d'intérêt. Là, toutes les nouvelles lois, on s'intéresse souvent au conflit d'intérêt, c'est toujours une chose précise et importante. En fait, toutes les fonctions parce que vous pouvez nommer un DPO, si vous ne comptez pas l'externaliser et le mutualiser, vous pouvez nommer un DPO en interne, si vous considérez qu'un agent en interne est à même d'exercer cette fonction, ou exprime le souhait d'exercer cette fonction, vous êtes bien évidemment, vous pouvez le faire, c'est même le principe à la base. C'est la mutualisation, ça a été simplement vu comme un aménagement. Mais si vous le faites, il faut vraiment bien séparer les personnes en charge d'une mission qui a trait à une activité de direction. Il faut bien les séparer du DPO et pas les exclure nécessairement, mais faire très attention et vérifier, ça se fait un peu au cas par cas. Alors bon, les DGS, les DG, on les exclut quasiment de fait parce que vraiment on peut pas être, parce que DPO c'est une espèce de juge, donc on peut pas être juge et partie dans le traitement des données personnelles. La direction financière, les DRH, c'est un peu la même chose, ou la direction des affaires juridiques, les directeurs des affaires juridiques, c'est toujours un peu la même chose. Il faut c'est pas un nom de principe, et la CNIL ne dit pas un nom par principe pour exercer cette fonction de DPO, mais vous devez vous dire que plus j'exerce des fonctions de direction, moins je suis à même d'être le délégué à la protection des données personnelles. C'est pour ça aussi qu'en fait on mutualise, et que vraiment, j'ai pas les statistiques en tête, mais on va mutualiser un maximum cette fonction. Le DSI, le responsable du service informatique, c'est des fonctions où les personnes qui en ont la charge ont exprimé, quand le RGPD est entré en vigueur, le souhait d'être délégué à la protection des données personnelles. Et sans a priori, on pouvait dire oui, mais vous traitez, voilà, vous êtes l'informaticien en chef, on va dire ça comme ça, c'est à vous de traiter ce sujet-là. En fait, non, c'est là aussi, c'est vraiment, il y a un risque de conflit d'intérêt qui est encore plus accru dans cette situation-là. Donc, voilà. Ce sont les fonctions que je vous donne. C'est pas une liste exhaustive. C'est pas non plus, ça veut pas dire si vous êtes DRH, on vous exclut pas, même si DRH, on peut, comme notamment pour les données des agents, on peut quasiment exclure de fait. Mais sans que je dise un grand nombre de principes, il faut faire très attention. Pareillement, il faut s'assurer que le délégué à la protection des données personnelles
bénéficie des moyens matériels et organisationnels pour effectuer sa mission. Donc là, ça peut être des évidences pour vous, mais en fait, c'est la loi qui le précise elle-même. Et donc, du coup, si la loi précise que le DPO doit bénéficier des moyens organisationnels et matériels suffisants, ça signifie que si vous ne le faites pas, vous êtes susceptible d'être sanctionné au titre du RGPD. Vous n'aurez pas une sanction de 20 millions d'euros pour ça, mais c'est pour voilà, dire que le RGPD, c'est aussi ça. C'est-à-dire que non seulement il fait il y en a un changement de paradigme, on est dans une logique de responsabilisation, mais aussi, à certains moments, il détaille beaucoup les choses et en fait, en obligeant par là même, à beaucoup de manières, en vous obligeant de plus en plus à faire de plus en plus de choses. Et c'est compliqué parce que parfois on a l'impression que c'était pas forcément nécessairement son intention, mais du reste, en étant comme ça, en multipliant les dispositions, c'est un résultat auquel on a abouti. Le DPO doit être public. Par exemple, si vous modifiez votre règlement de service et que vous faites ce qu'on appelle une clause RGPD, qui peut très bien reprendre pour partie, si vous aviez déjà fait une clause relative au respect des données personnelles sous l'empire de la loi informatique et liberté, souvent les données, enfin souvent toujours, vous allez rendre public à ce moment-là les coordonnées du DPO. Pour dire, en gros, en cas de problème ou en cas de réclamation, vous pouvez nous adresser de réclamation à cette adresse ou au délégué à la protection des données personnelles à cette adresse. Je précise à ce moment-là, que ce qu'on conseille parfois de faire quand on est vraiment, on traite beaucoup de données personnelles, on a un risque vraiment de se dire qu'on peut avoir beaucoup de réclamations, qu'il y a un risque de contentieux, c'est de créer une adresse personnalisée qui s'appellerait données personnelles le nom de votre collectivité.com. Où en fait, là, c'est encore un signe où vous montrez votre bonne démarche, votre bonne foi dans votre démarche de mise en conformité au RGPD. Et voilà, c'est ça le RGPD, c'est vraiment multiplier les démarches par vous-même de votre propre initiative pour montrer que et vous êtes de bonne foi et que vous respectez, vous avez eu l'intention, vous avez tout fait, vous avez fait du mieux que vous pouviez pour respecter les données personnelles, respecter le règlement, le RGPD. Et le DPO, finalement, il est rattaché à la direction générale. Donc, si, mettons, le DPO, c'est l'assistance juridique, il ne va pas rendre des comptes au directeur juridique, mais il rendra des comptes, disons-le comme ça, même s'il n'est pas censé rendre des comptes, il est censé conseiller à la direction générale. Et donc, c'est pour ça que, en fait, quand vous êtes DPO, vous êtes vraiment, c'est une deuxième casquette qui s'ajoute à votre mission initiale. Sa responsabilité, elle est similaire à celle d'un CIL et elle est différente de la responsabilité du responsable du traitement. Le DPO a une obligation de conseil, donc sa responsabilité, elle est en cas de méconnaissance de cette obligation de conseil. Et donc quand il y a une violation de RGPD, on ne va pas se précipiter sur le DPO pour le condamner et les sanctions dont je vous ai parlé, ce ne sont pas des sanctions qui s'appliquent aux délégués à la protection des données personnelles. Ce sont des sanctions qui s'appliquent aux responsables du traitement. Le DPO, sa responsabilité, c'est une responsabilité comme chaque agent peut en avoir ou chaque salarié peut en avoir, dont les contours, on ne va pas les préciser aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais c'est une responsabilité en tant que ai-je bien fait mon métier ou pas de conseil. Donc, la responsabilité du DPO n'exonère pas la responsabilité du responsable de traitement. Donc voilà. Ensuite, comment se mettre en conformité au RGPD ? Alors là, on a une slide qui en fait précise un peu toutes les choses qu'on peut faire. Alors elle est assez peu lisible, je crois, pour vous. Mais du moins, je vais essayer. De toute façon, on va passer sur les autres slides assez rapidement parce qu'il y a les détails. Mais on part en fait de toutes les obligations qui s'imposent à vous et on peut voir les traductions, comment ça se traduit, par quelles opérations vous allez réaliser. Donc, par exemple, je prends un exemple au hasard, le droit d'accès aux informations, ça nécessite, quand vous avez cette nouvelle obligation, ou qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est l'article 17 du RGPD, ça y est traduction par « je modifie mon règlement de service pour permettre aux usagers d'un service public d'avoir accès à une boîte mail pour faire des réclamations ». C'est ça, alors même que le RGPD ne peut pas aller dans ce détail-là et dire « vous devez modifier vos règlements de service ». En fait, c'est toutes ces obligations, on voit comment les traduire concrètement en pratique. Le droit à la rectification, c'est la même chose. Former des personnes chez vous en interne, même au-delà du délégué à la protection des données personnelles, notamment si vous avez mutualisé
votre DPO, avoir quelqu'un ou une équipe, ou même vous tous, être bien au courant de l'étendue du RGPD, comme on le fait là avec une webconférence, c'est aussi un moyen de se mettre en conformité. Là, je vous parle de ces petites choses qui sont à côté de la tenue du registre du traitement, de la désignation du DPO, des analyses d'impact, qui sont vraiment le gros du gros. Mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, il y a une espèce de logique et de comportement en matière de respect des données personnelles à prendre en compte. Pour vraiment, là, pour maximiser la garantie du respect des droits des usagers. Adapter la collecte, les méthodes, les outils. En cas de réutilisation, s'interroger sur la réutilisation, éventuellement, alors même que le consentement n'est pas jugé nécessaire, vous n'avez pas jugé nécessaire le consentement, ça peut être aussi, on peut en revenir là et dire, bon, je vais redemander si je peux aux usagers, si vraiment on est dans un nombre restreint, ça ne pose pas de problème, pratique, on peut dire, je repasse par le consentement des usagers pour transmettre des données personnelles. Ça peut être une bonne façon de s'assurer qu'on est vraiment dans les clous. Les étapes, alors là, j'ai identifié 6 étapes. Alors je ne sais plus si... Non, c'est les étapes qui sont proposées par la CNIL. En fait, nous, on en identifie 4. Là, il y en a 6 par la CNIL. Alors, autant reprendre les étapes de la CNIL, puisque c'est elle qui va et vous accompagner et vous sanctionner, comme je l'ai dit. Là aussi, comme je vous l'avais indiqué, c'est pas un ordre qui est obligatoire à suivre, mais c'est une espèce de feuille de route qui va vous permettre de vous simplifier dans votre mise en conformité au RGPD. Donc, la première chose, comme je l'ai dit, le délégué à la protection des données personnelles. Donc, on n'y revient pas. Je pense que je vous ai quasiment tout dit sur le DPO, mais la désignation de votre délégué à la protection des données personnelles, c'est la première chose qu'on vous conseille de faire. La deuxième chose, c'est la mise en place du registre des données personnelles si vous n'avez pas encore fait. Je vais vous montrer un exemple. Alors, je l'ai mis sur... Voilà, j'ai mis, c'est la slide suivante. Il y a des exemples sur le site de la CNIL. Moi, j'avais des exemples en annexe, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de voir les exemples en annexe. Donc, je vous donnerai simplement les grandes lignes. Mais tenir le registre des données personnelles, c'est-à-dire tous les traitements de données que vous faites, c'est l'obligation, l'article 30 du RGPD, c'est l'obligation centrale que vous devez respecter. Ce qu'on appelle ensuite la cartographie des données personnelles. En fait, la mise en place du registre et la cartographie des données personnelles, c'est la même chose. Prioriser les actions à mener, donc ça, c'est pour vous, c'est vous dire quelles sont les actions, quels sont les traitements qui sont le plus susceptibles d'être, où le respect des données personnelles est le plus susceptible d'être méconnu. C'est la troisième chose à faire. Avec le cas échéant en quatrième point, mais c'est vraiment éventuel, c'est la mise en place d'une analyse d'impact. Là, je vous renvoie pour ce faire au site de la CNIL. Il y a même une vidéo qui explique comment on fait pour mettre en place une analyse d'impact. Et la mise en place d'une analyse d'impact, en fait, l'hypothèse, c'est quand vous traitez des données à grande échelle et qu'il y a... Non, c'est pas que vous traitez des données à grande échelle, mais c'est qu'il y a un risque de violation important de traitement de données personnelles. Vous allez mettre en place toute une espèce de processus pour voir l'impact de ce traitement aura sur la vie personnelle, sur la vie des usagers. Là, je prends toujours l'hypothèse des usagers, mais ça peut être exactement la même chose pour les agents. Gardons bien ça à l'esprit. Ça nécessite d'appeler le DPO, c'est toute une espèce de process, comme on dit aujourd'hui, qui est détaillé très bien par la CNIL. Donc là, pour ce faire, je vous renvoie vraiment sur la CNIL. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire cette DPIA, ou comme on dit en français, EIVP, et qui est très bien décrite. Organiser des process internes pour vous mettre en conformité, là aussi, donc, par exemple, je pense moi au règlement de service et à modifier son règlement de service, mais ça peut être aussi modifier les clauses de son marché public. J'ai oublié de préciser sur ce point que le RGPD s'applique aux situations contractuelles en cours. Autrement dit, si vous avez un marché, négation de service public, concession, tout ce que vous voulez, qui a été signé avant le 25 mai 2018, comme c'est le cas pour quand même une grande majorité, le RGPD s'applique quand même. Documenter la conformité, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est être capable, documenter la conformité, c'est un terme utilisé par la CNIL, c'est être capable, en cas de contrôle,
ce qui n'est pas l'hypothèse qui doit vous réjouir mais qui doit pas qui doit pas vous inquiéter outre mesure et que vous ne devez pas penser le plus probable du monde quand même parce que il reste quand même la CNIL, ça reste une petite autorité en termes de moyens, je veux dire. Et pour elle, faire des contrôles, ça va être quelque chose de très compliqué. Mais c'est de dire documenter la conformité, c'est être capable en cas de contrôle de dire et de fournir tout ce que vous avez fait en matière de protection des données personnelles. Donc, vous donnez votre registre de traitement, vos analyses d'impact, vos contrats, vos clauses contractuelles, les preuves des consentements quand vous avez eu besoin, quand le recueil du consentement était obligatoire. Vous mettez tout ça dans un même, alors c'est pas un même document, mais c'est dans une même documentation, disons-le comme ça, et vous êtes capable, comme ça, de prouver à la CNIL que vous êtes en conformité avec le RGPD. Alors, voilà, sur le registre des données personnelles, alors, oui, je vous renvoie quand même là aussi à la CNIL pour voir un modèle de registre, mais en fait, ça se découpe comme ça, c'est-à-dire que vous allez faire une page commune où vous allez écrire un registre des données, des traitements des données personnelles. C'est pas le registre des traitements des données personnelles, mais pas le registre des données personnelles. C'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement recenser toutes les données personnelles traitées, mais toutes les façons dont vous traitez ces données. Vous mettez vos coordonnées, les coordonnées du DPO, la liste des activités concernées, la gestion de paie. Là, alors, il y a l'exemple des cantines scolaires, ça ne vous concerne pas, mais pour le service des déchets, vous êtes concerné à bien des égards. Et pour chaque activité concernée, vous faites une fiche de registre avec les traitements des données personnelles. C'est comme ça que se présente une fiche de registre. Ensuite, c'est comme ça que se présente la première page. Sur chaque fiche de registre, vous allez l'identifier, donc c'est-à-dire vous dites la date à laquelle elle a été créée, la date à laquelle il y a eu la dernière mise à jour, le nom du responsable du traitement, ou s'il y a un co-responsable du traitement, parce que le RGPD a renoué avec cette notion de co-responsable de traitement, c'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont la personnalité morale qui gèrent un même traitement de données, donc ça peut être une commune et son EPCI à fiscalité propre, considérer les deux comme co-responsables du traitement par exemple, d'un agent qui a été mutualisé, des données relatives à un agent qui a été mutualisé. Le nom du logiciel ou de l'application utilisée. Vous pouvez référencer ces données, donc c'est-à-dire que vous faites de cette fiche, donc c'est-à-dire vous faites de cette fiche une référence qui peut être ensuite réutilisée. Vous précisez ensuite les objectifs poursuivis, donc c'est là où vous précisez la finalité du traitement, et les sous-finalités qui sont éventuellement intervenues, en précisant pourquoi pas qu'elles sont compatibles avec la finalité, ou du moins en ayant bien vérifié que ces sous-finalités sont bien compatibles avec la première finalité. Vous pouvez déterminer la catégorie des personnes concernées. Donc là, vous avez votre fichier, vous dites on est dans la gestion de paie, donc ça concerne les agents. La catégorie des données collectées, donc état civil, identité, image, vie personnelle, vie professionnelle. Donc quelles sont les données que j'ai considérées comme des données personnelles, la durée de sa conservation, la catégorie des destinataires, alors même que cette catégorie ne sera pas exhaustive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui sont les personnes susceptibles de recevoir ces données, vous pouvez au moins prétendre à cela. L'hypothèse d'un transfert des données hors de l'Union européenne, là c'est précisé, c'est parce qu'en fait, quand il y a des données hors de l'Union européenne, il y a des dispositions spécifiques qui s'appliquent. Du reste, je ne pense pas que ce soit une hypothèse qui va s'appliquer beaucoup au service des déchets. Donc, si vous supposez que vous créez une case transfert des données hors UE pour l'interrogation, ce ne sera pas une case qui sera souvent remplie. Les mesures de sécurité prises, quelles sont toutes les mesures techniques et organisationnelles prises pour respecter vraiment cette obligation de sécurité et de confidentialité. Donc, je me suis bien assuré en envoyant un mail par exemple, je vous donne un exemple, je me suis bien assuré en envoyant un mail à tous les usagers que je mettais mon processus de mise en conformité au RGPD. C'est tout ce type de choses que vous allez mettre dans ces mesures de sécurité. Donc là vraiment, c'est, sauf erreur de ma part, on n'a plus après de choses à mettre, c'est tout ce que devra contenir votre fiche de registre si vous n'avez toujours pas tenu ce registre de traitement des données personnelles qui était une obligation avant l'entrée en vigueur du RGPD dans certaines hypothèses. Alors, ensuite, on a eu beaucoup notamment avec Christian Regard qui travaille pour une grande collectivité, on a eu des retours sur les grandes étapes de la mise en conformité et des retours d'expérience pour nous demander comment faire, pour avoir une appréhension concrète des choses
et voir comment certaines collectivités, notamment celles qui étaient les plus susceptibles d'être touchées, faisaient pour se mettre en conformité au RGPD, avec toujours cette ligne, cette séparation qui revenait, qui était celle de dire d'abord qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qu'on a fait comme travail sur l'existant. Par exemple, s'il y avait un registre des traitements déjà existant, est-ce qu'on l'a bien actualisé pour qu'il soit en conformité avec les nouvelles obligations qui sont posées? Tout ce genre de choses. Si on avait un SIL déjà, est-ce qu'on s'est bien assuré que ce SIL devenait le DPO? C'est de voir tout ce genre de choses. Et après, un travail sur les nouvelles règles à mettre en œuvre, communiquer auprès des usagers, modifier les clauses des marchés publics, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on appréhende la mise en œuvre concrètement, le plus concrètement possible du RGPD. Alors, je ne sais pas si je continue ou si on peut s'arrêter là pour poser des questions. Alors oui, effectivement, on peut s'arrêter là pour poser les questions. Du coup, ce que je propose, c'est de revenir sur la configuration. Comme ça, parce que pendant les explications, je vous ai donc ajouté des ressources de la CNIL qui ont été mentionnées, des exemples de mention d'informations, la vidéo sur l'analyse d'impact et le registre des activités de traitement. Et ce que j'ai réalisé aussi, et ça vous ne l'aviez pas vu, Benjamin Carré, c'est des micro-sondages pour avoir des informations justement. Donc je vais décaler sur la page de présentation ces éléments-là. Une première question dans votre service. Oui. Pour quel type de données vous allez aujourd'hui être confronté au RGPD? Donc, parmi le retour, je vais agrandir ce qui permettra de mieux voir. On voit que on a des données qui sont relatives à la gestion de la carrière des agents, donc c'est notamment au niveau RH, sur les contrôles d'accès aux locaux et aussi que les fichiers de coordonnées. On a des informations liées aux élus, donc ça on le retrouve. Les candidatures à des offres d'emploi, les cartes de déchetterie, enfin voilà. Est-ce que à la lecture de ces différentes réponses, il y a quelque chose qui vous interpelle ou il y a une remarque à faire par rapport à un type de données en particulier? Mais je les lis, j'en prends connaissance donc là devant vous. En fait, oui, a priori, là, en fait, la première chose quand on voit ça, c'est de se dire est-ce que ce sont bien des données personnelles ou non. Alors, par exemple, quand je vois candidature à des offres d'emploi, ouais, c'est un très bon exemple d'un document où vous allez à recueillir un nombre de données personnelles très important. Et en fait, donc, après, ça dépend de ce que le candidat aura mis. Aujourd'hui, on précise plus nécessairement décline plus nécessairement son identité sur un CV. Mais si vous avez des candidatures à des offres d'emploi, comment vous faites ensuite? Qu'est-ce que vous faites des CV? C'est-à-dire, vous n'avez plus d'intérêt pour garder un CV si vous n'avez pas d'offre d'emploi. Ou si, par exemple, on est dans l'hypothèse d'une candidature spontanée. Prenons cette hypothèse d'une candidature spontanée pour un poste d'agent. Vous n'avez pas d'offre déterminée. Cette candidature, vous allez y répondre négativement. Vous n'avez strictement aucun intérêt de conserver ce CV. Donc, vous allez le mettre à la poubelle. Ça peut paraître pour certains évident, mais c'est très important. Et en fait, c'est ce que dit le RGPD, c'est de dire assurez-vous de tout ça. Ça, c'est un premier exemple. Après, on voit par exemple les newsletters. Donc, dans ce que vous disiez, il faut s'assurer de l'exactitude des données. Ça veut dire les remettre à jour régulièrement. Donc, au niveau du service, quand on envoie une newsletter, ça veut dire qu'on peut tomber sur des adresses ou même quand on doit gérer des bacs dans les collectivités, le parc de bacs, on peut tomber sur des informations où la personne a déménagé, le mail n'est plus le bon. Ça veut dire qu'il doit sans cesse y avoir une mise à jour de ces données-là. Parfaitement. Alors, justement, pour l'exemple des newsletters, c'est intéressant. Je vais répondre à votre question, mais en partant sur un point bien précis, c'est quelle est l'information, quelles sont les données personnelles véritablement nécessaires à avoir quand on envoie des newsletters. Là, je vous parle vraiment du principe de finalité des données personnelles, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment bien insisté sur ce principe. C'est parce qu'en fait, il revient souvent. Quand j'envoie une newsletter, j'ai vraiment besoin d'avoir le nom et le prénom des usagers, de la personne à qui j'envoie cette newsletter. En réalité, on a surtout besoin d'avoir l'adresse mail, et l'adresse mail peut contenir le nom et le prénom, mais pas nécessairement. Donc, vous avez pour envoyer des newsletters besoin d'avoir comme information et comme données personnelles l'adresse mail, c'est tout. Après, il peut y avoir d'autres hypothèses où, si ce sont des usagers, vous avez déjà les données des usagers sur une autre, de côté, et donc ce sont des choses qui se regroupent.
vous pouvez actualiser. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez une adresse internet, si vous avez une adresse mail qui est pas défectueuse, mais qui est devenu un destinateur inconnu. À vous de retrouver vraiment l'adresse actuelle, mais je vois pas comment on peut faire pour le faire, sauf à demander à la personne concernée. Alors, quand on descend, on voit aussi, on a des informations, je vous laisse descendre en déroulant, des informations liées aussi aux commerçants. Oui. Et puis aussi beaucoup d'informations liées à la mise en place de la redevance incitative, redevance spéciale par rapport à la facturation. Voilà. D'accord. Là, en fait, je vois beaucoup de données ou du moins de documents que vous êtes amené à avoir par voie postale, enfin à recevoir par voie postale. Parmi ces, voilà, ça implique pour vous d'avoir vraiment une mise en œuvre dans votre démarche de mise en conformité au RGPD, de recevoir ces données, de les traiter, enfin ces documents, et de bien s'assurer de son traitement. Avec tout ça, mais de bien s'assurer que vous n'allez pas laisser, je reviens sur l'exemple du CV par exemple, le laisser à la vue de tous, ou voilà, un système, là si on parle du système du courrier, bien déterminé, sans qu'il soit cloisonné, assez sécurisé. Pour prendre d'autres exemples, là je vois archivage des fiches collectées pour la réorg. Quelle est la durée de conservation de l'archivage, par exemple? Alors, je donne souvent l'exemple de 5 ans parce qu'en fait on retrouve souvent ces 5 années. C'est pas inscrit dans la loi, c'est pas inscrit dans la RGPD, mais il se trouve que dans les règlements de service, on retrouve souvent, si vous posez la question de savoir combien d'années dois-je archiver, alors il y a des règles précises en la matière qui sont hors cadre du RGPD, qui sont dans la gestion, dans le code du patrimoine. Et si vous avez un archiviste ou si vous êtes archiviste, vous connaissez ces règles mieux que moi. Donc, à côté de ces règles que vous devez respecter, généralement dans l'archivage des données personnelles, donc à partir du moment où vous n'avez plus besoin d'utiliser cette donnée, mais vous devez quand même la conserver dans une hypothèse bien déterminée, vous déterminez la durée pendant laquelle vous allez archiver. Ça, c'est obligatoire. Et je reviens dessus, on prend souvent l'exemple de 5 années, à voir selon vous si ce délai vous paraît beaucoup trop ou pas assez pour la mission que vous exercez. Mais c'est voilà, un exemple, l'exemple le plus courant qu'on rencontre le plus souvent. Et là, par exemple, on voit, donc, si on descend un petit peu, il y a une collectivité qui se dit, la liste des commerçants, par exemple, c'est une donnée. C'est une liste de données personnelles. Une donnée. Est-ce qu'elle peut être communiquée à des particuliers? Est-ce que, du coup, c'est légal de collecter et utiliser les adresses mail personnelles des commerçants? Quelle réponse on a par rapport à cette situation? La liste des commerçants, il faut savoir si on vous la donne ou c'est vous qui êtes venu la collecter et pour quelles raisons vous avez la liste des commerçants. Et qu'est-ce que contient la liste de commerçants? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez la liste de tous les commerces, donc tous les commerçants plus précisément, parce que là on est vraiment sur le respect des particuliers ou des commerçants, mais sur des personnes physiques et pas des personnes morales. Cette liste, vous n'allez pas, c'est un traitement de données personnelles. Ce que vous allez en faire sera assurément un traitement des données personnelles. La première chose dont vous devez vous assurer, c'est la raison pour laquelle vous avez cette liste. Parce que là, en fait, je ne parviens pas à la déterminer avec vous. Quelle est la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec une fiche des commerçants? Est-ce que c'est une obligation légale? Est-ce que ça rentre dans votre mission de service public? Si oui, alors il n'y a pas de problème, c'est licite. Si vous avez ensuite déterminé une finalité explicite, légitime pour cette fiche, alors oui, vous êtes dans un traitement des données personnelles qui est conforme au RGPD. Et par exemple, dans le cas où on récupère ces données-là parce qu'on décide de travailler sur une opération où on a la Chambre des métiers de l'artisanat qui est associée, la Chambre des métiers de l'artisanat, du coup, nous la donnerait. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on s'assure qu'elle soit en conformité RGPD, d'une part. Et ça voudrait dire qu'on est dans la légalité puisqu'on a obtenu cette liste de manière conforme au RGPD. Alors, ça dépend, en fait. Ça dépend parce que là, on est dans une hypothèse où vous avez une fiche de gestion de commerçants et vous allez en faire autre chose que la raison première pour laquelle vous voulez la faire. Et si vous utilisez cette fiche
à des fins qui sont complètement différentes et qui sont, comme le dit le RGPD, incompatibles avec sa première utilisation, là, on est dans la violation du RGPD. Si la Chambre des métiers de l'artisanat vous communique une fiche des artisans sans même avoir déterminé préalablement la raison de cette communication, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui sera en infraction avec le RGPD. Mais oui, il y a une possibilité de réutiliser les fichiers. Il n'y a pas qu'une seule finalité inscrite dans le marbre pour chaque traitement de données personnelles. Vous pouvez en déterminer ultérieurement, ensuite, mais pour ça, il faut bien vous assurer que vous êtes compatible avec la première utilisation. Et compatible avec la première utilisation, c'est difficile de donner une définition de la compatibilité, mais c'est se dire que est-ce que ça a un rapport avec la première chose que j'ai faite, plus ou moins éloigné, alors plutôt plutôt moins, je dirais, mais c'est la seule réponse qu'on peut vous donner. Après, c'est au cas par cas et c'est donc, je prends une autre situation, mais allez-y, n'hésitez pas à donner vos cas concrets, parce que comme ça permet d'avoir des réponses précises. Un autre cas de figure, on récupère les données des usagers pour la facturation de la redevance. Et puis, dans la collectivité, alors donc déjà, il y a une collectivité qui va le récupérer. Oui. Ça va être la communauté de communes, par exemple, mais elle va devoir transmettre les données au syndicat. Donc là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut avoir en tête et des points de vigilance? Alors là, il y a un transfert. Donc là, on est dans l'hypothèse en fait du transfert de compétences, c'est-à-dire que parce que si on n'est pas dans l'hypothèse du transfert de compétences, on va se poser la question pourquoi c'est la collectivité qui a recueilli ces données alors même que la facturation était déjà dans la compétence du syndicat. Si on est dans l'hypothèse d'un transfert de compétences, c'est-à-dire que le déchet était géré au niveau de la communauté de communes, qui transfère ça au syndicat, il y a, là on applique le droit des collectivités locales et de l'intercommunalité, il y a un transfert des biens, droits, et ça se rattache à cette compétence. Et dans ces transferts, il y a tout lieu de penser qu'il y a un transfert des données personnelles qui est fait. S'applique quand même le RGPD, mais là c'est une première analyse que je vous donne. C'est pas une méconnaissance du RGPD que de faire transférer les données personnelles sans avoir le consentement des usagers ou en la matière. Autre cas de figure, donc par exemple on récupère vous pouvez poser les questions dans le cadre qui apparaît tout en bas, hein, pas forcément dans les réponses aux deux questions DPO et type de données. Vous pouvez les poser dans le cadre en bas, on les verra mieux. Du coup, autre question, donc moi je récupère les données par rapport à la redevance. Oui. Donc j'ai les coordonnées des personnes du territoire, et puis le service zéro déchet, zéro gaspillage, prévention, enfin voilà, selon le service qu'il y a dans la collectivité, souhaite mettre en place une action. Est-ce qu'il peut utiliser les données qui étaient disponibles auprès des usagers pour envoyer, par exemple, un appel à participer à une opération, une information, la communication qui a du compostage en place, enfin voilà. Oui, ça c'est vraiment une très bonne question parce que en fait c'est la question à laquelle on est le plus souvent confronté. Et là, je reviens, c'est toujours le même principe, c'est le principe de compatibilité de l'utilisation des données entre la première utilisation qui en a été faite et celles qui vont intervenir ensuite. Alors là, dans cette hypothèse, en fait, là, c'est toujours première analyse que je vous livre, c'est que on a ces données personnelles, au début, on est obligé de les recueillir parce qu'on est dans le respect et d'une obligation légale et de l'exécution d'une mission de service public. C'est-à-dire qu'il me faut ces données pour facturer ou pour exercer ma mission. La deuxième utilisation qu'on veut en faire sera en fait une utilisation de la mise en place d'un service facultatif. Et en fait, je me pose la question de savoir si je peux, pour mettre en place un service simplement facultatif, me servir de données qui sont obligatoirement recueillies, plutôt plus exactement. Et là, j'ai plutôt un léger doute, mais qui est simplement léger, puisqu'en fait, si on se place, il faut se mettre du côté de la personne concernée par ce traitement des données personnelles. Elle va se demander, mais pourquoi on m'envoie une proposition? Alors, c'est toujours la même chose, il faut voir vraiment si ça a à voir avec la mission première ou pas. Mais comment ont-ils ces informations sur moi et pourquoi on me propose ça alors même que j'en ai pas du tout envie et qu'ils sont pas censés avoir ces données-là.
Mais c'est toujours du cas par cas. C'est compliqué de donner une réponse. Là, j'ai un léger doute, mais Par exemple, si c'est dans le cadre de la tarification incitative ou avec une redevance, on peut imaginer qu'on peut le justifier en disant, puisque vous avez une tarification qui s'applique au prorata des déchets produits notamment, on vous propose des solutions. Et donc, par exemple, on pourrait le justifier comme ça. Et dans ces cas-là, on n'a pas de souci de qualité. Non, comme ça, c'est pas. Ouais, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît conforme. Ça me paraît compatible avec la première utilisation. Donc là, a priori, il n'y a pas de méconnaissance du RGPD. Alors, je suis certaine que vous avez plein de cas particuliers et des questions à poser, donc je vous laisse les poser. Avant de prendre la question de Nadine Plédel, je voulais reprendre aussi un aspect, c'est le DPO, parce qu'on en a pas mal parlé. Du coup, vous aviez mis en garde par rapport au conflit d'intérêts avec certains postes. Donc là, par exemple, on voit que dans les propositions qui étaient évoquées, il y avait le DSI, donc justement, ça faisait partie des soucis. On a parlé des services financiers, ressources humaines. Donc, à chaque fois dans ces services-là, c'est bien le directeur du service pour lequel il y a un conflit d'intérêt. Si c'est une personne dans le service, là, il n'y a pas, a priori pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et c'est la fonction de direction qui fait naître le conflit d'intérêt. D'accord. Donc là, on voit, par exemple, je ne sais pas si ça suscite chez vous des remarques ou des commentaires, mais chargé d'études, agent administratif, service compatibilité et ressources humaines, chargé de communication. On a aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre comme proposition pour que je puisse les voir. On voit également une personne du service ressources humaines, donc voilà, et puis beaucoup de personnes de la communication. Qui sont a priori, là, ce sont des postes pour lesquels il n'y a pas de situation de conflit d'intérêt. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent être DPO, entre guillemets, car il y a des règles, comme je vous ai précisé, sur la compétence. Donc il faut bien s'assurer pour chaque personne qu'elle soit compétente. Mais en tout cas, la situation du conflit d'intérêt, elle est a priori évitée. Et après, donc, puisque nous aussi, chez Idéal Connaissance, nous avons eu de la formation, ça m'amène des questions. Mais je pense des questions qui vous intéresseront. Donc, le DPO, il a une fonction aussi d'alerte dans le cas où, par exemple, il y a une perte des données. Admettons, un agent a pris une clé USB, il perd la clé USB et il y a dessus des données confidentielles, je ne sais pas, le listing pour la facturation de la redevance incitative. Comment ça se passe? Quelle procédure on engage? Qui on doit prévenir quand on se trouve, par exemple, à ce cas de figure? Là, je pense qu'on est typiquement dans la situation de l'analyse d'impact sur la vie privée. Alors, je souris parce que c'est vraiment une situation, entre guillemets, d'urgence. Après, ça dépend du contenu de cette clé USB. Mais on réalise cette analyse d'impact, on détermine l'étendue des dégâts que cela peut provoquer. Et ensuite, il y a tout un système qui est de la déclaration. Si je vous dis déclaration, vous allez me dire, bon, on est resté dans le système avant, ou en fait d'alerte, c'est plutôt un système d'alerte auprès de la CNIL, qui est l'autorité de contrôle, pour simplement préciser que voilà, on a l'impossible, nul n'est tenu. Et si vous avez une situation pareille, la meilleure chose à faire, c'est de prévenir le plus rapidement possible l'autorité de contrôle, en ayant prédéterminé avant les risques de violation des données personnelles que cela impliquait. Et dans ces cas-là, il y a un délai pour prévenir. En fait, il y a un délai particulier qui est un délai de 72 heures, mais je vous dirais une bêtise si je vous dis qu'il s'applique à l'hypothèse que vous m'avez décrite, car le délai d'alerte de 72 heures auprès de la CNIL, il est bien spécifique et j'ai plus les critères précis pour ce faire. Du coup, ça veut dire quand même que quand on désigne quelqu'un comme DPO, il faut avoir en tête que bon, c'est un cas de figure extrême, mais il doit quand même rester joignable sur un week-end. J'imagine par exemple un week-end où il y a des congés, le DPO est en congé, comment ça se passe? Bien entendu. Alors c'est la raison pour laquelle on dit que le DPO doit être joignable et que c'est le RGPD qui le dit lui-même. Alors ça dépend toujours en fait de la taille de la structure et des types de données personnelles, alors sans même qu'elles soient sensibles, qui sont concernées. Mais pour les plus grosses structures et qui traitent des données à grande échelle, évidemment, il faut un DPO joignable 24 heures sur 24 en cas d'urgence. Même si je précise que la situation que vous me décrivez n'est pas nécessairement une situation où le DPO, qui a une mission de conseil et d'assistance, n'est pas le seul qui va devoir agir. Et le responsable de traitement, c'est-à-dire le représentant de la structure, il aura cette fonction d'action et lui aussi devra être, si j'ose dire, joignable et dans l'action pour mettre en
place l'analyse d'impact sur la vie privée. Mais effectivement, le DPO, il doit être joignable. Qu'est-ce qu'un DPO joignable? Vous précisez, il a sa propre adresse mail, après à sa charge de réaliser sa mission et comme il l'entend, enfin du moins comme il l'entend, de voir s'il doit consulter ses mails le week-end parce qu'il y a un risque important ou pas. Ça, c'est à sa libre appréciation et au regard de, comme je vous l'ai précisé, la taille de la structure et des données qui sont traitées. Donc, comment ça se passe après par rapport au DPO pour le... C'est quoi? Il est désigné par le directeur général. Il faut qu'il est quand même... il soit quand même d'accord nécessairement. Est-ce que c'est... Bon, l'idée, c'est que ce ne soit pas dans une relation de conflictuelle que ça se passe, mais comment ça se passe quand on décide que cette personne-là est la plus opportune, entre guillemets, pour devenir DPO? Ça veut dire qu'il a quand même, entre guillemets, une charge de travail supplémentaire. Est-ce qu'on le désigne? Comment on définit ça? Alors, est-ce qu'on le met dans la fiche de poste aussi, par exemple, et il faut remettre à jour la fiche de poste? Oui, je pense que ça rentre. Enfin, oui, ça rentre dans la fiche de poste. Comment on le désigne? On les désigne. Je m'étais posé la question, si on ne fait pas une délibération pour ça, et ça peut être désigné par un acte unilatéral. Le DPO, la plupart des hypothèses qu'on a rencontrées sont des hypothèses où une personne s'est manifestée, où manifestement il y avait une personne qui était plus à même au sein d'une équipe interne d'être délégué à la protection des données personnelles. Si vous nommez un DPO sans son libre consentement, c'est pas interdit, mais c'est plutôt compliqué après pour que lui se conforme à sa mission. Il n'y a pas de règle en la matière, comme je l'ai précisé. Le DPO, il faut revenir à la première chose, c'est que le DPO, le délégué, n'est pas nécessairement une personne physique, ça peut être une entreprise. Donc vous pouvez, ça peut être une entreprise. Pour vous, ça peut être par exemple un syndicat. Donc le délégué à la protection des données personnelles, vous pouvez nommer un tel qui est assistant administratif, ressources humaines, ou vous pouvez également adhérer au syndicat interdépartemental de protection des données personnelles. Dans les deux cas, vous êtes en conformité avec l'article 37 du RGPD qui était de désigner un délégué à la protection des données personnelles. Il n'y a pas une mission. DPO, c'est vraiment un mot, un acronyme qui va revenir aussi souvent qu'on voit aujourd'hui DRH ou DSI. Et vous allez vous familiariser avec cette fonction. Du reste, il n'y a pas dans cette notion de DPO, cette mission de DPO, il n'y a pas de lien de subordination avec la direction générale. C'est-à-dire que si vous nommez comme DPO un agent administratif donc sous votre hiérarchie, faut bien garder à l'esprit que quand il exercera sa fonction de délégué à la protection des données personnelles, il ne sera pas dans cette situation hiérarchique. Et donc, gare aux situations vraiment où il peut y avoir une espèce de... Psychologiquement, ça peut être difficile à appréhender. Le DPO est une personne autonome. Alors, indépendant, ça paraît un peu... Enfin, ça doit être un terme employé dans le RGPD, mais j'ai plus les termes exacts. Mais c'est au moins une personne autonome et c'est pas une personne qui vous est subordonnée. Il sera là pour vous conseiller, pour vous assister, pour vous alerter. Il aura sa propre responsabilité qui n'exclura pas la vôtre. Et donc, vous ne devez pas, tout lui faire supporter, même si il est là pour vous décharger un peu de cette charge que de se mettre en conformité au RGPD. Mais il ne faut pas considérer que quand j'ai nommé un DPO, je respecte le RGPD. Alors du coup, je suis désolée, j'avais une grande question qui masquait toutes les autres, donc je viens de voir toutes vos questions. Sébastien Marquez, qui est du syndicat Organom, qui pose une première question sur est-ce qu'on peut considérer le fait qu'il soit joignable à tout moment comme une astreinte, comme c'est le cas sur d'autres aspects aujourd'hui. Et Nadège Douablin, qui est du SMICTOM Sud-Est, 35, donc il est Vilaine, qui dit vous avez précisé que le DPO c'est une mission en parallèle de sa première mission, et du coup aujourd'hui est-ce qu'on a une idée du temps que ça représente quand on consacre ce temps-là à la mission DPO, puisque il faut du coup l'intégrer dans la fiche de poste et le remaniement de l'organisation du temps de la personne qui prend cette fonction? Alors je vais répondre à la deuxième pour en même temps répondre à la première question sur l'astreinte. Là, c'est aussi à la libre appréciation. Enfin, non, c'est pas à la libre appréciation de la collectivité, mais c'est à la fonction de DPO. Elle se fait en fonction le temps consacré se fait en fonction
de la taille de la structure et du nombre de données personnelles collectées. Si vous êtes dans une commune, moi j'aurais tendance à dire que la commune de 150 habitants, le DPO, ça sera vite fait, entre guillemets, pour parler vite. Si vous êtes dans une commune de 5000 habitants, la fonction de DPO, elle aura un intérêt et une consistance bien plus propre. Parce que la commune sera plus grande, mais aussi parce qu'on est dans une commune et qu'une commune gère beaucoup de données personnelles, les fichiers relatifs aux cantines scolaires, ou choses comme ça. Donc, ça peut prendre du temps. Si vous êtes la collectivité, le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, qui est une collectivité unique à statut particulier, la fonction de DPO, elle sera non seulement un full-time job, comme on dit, mais en plus, le DPO aura besoin d'une équipe. Donc, c'est vraiment en fonction de la taille de votre structure, premier critère, et j'ajoute du nombre de données personnelles que vous traitez. A priori, le DPO, surtout si vous êtes dans une fonction à titre bénévole, si vous êtes dans un syndicat de taille moyenne, je peux pas dire que ça vous prendra la moitié du temps. Ce sera une mission à temps partiel, mais ça ne sera pas à mi-temps. Et donc, pour l'astreinte, alors pour savoir exactement le sens de la question, quand on dit qu'il doit être joignable, c'est-à-dire, moi, je donne l'exemple de l'adresse email, on peut y ajouter, ou même on doit y ajouter le numéro de téléphone, un numéro de téléphone, et éventuellement un téléphone portable, mais la personne qui est nommée déléguée à la protection des données personnelles, là encore, en fonction de la taille et du nombre de données personnelles traitées, doit pas forcément se considérer comme obligé de laisser son portable sur sa table de chevet toute la nuit et en cas d'urgence répondre. C'est pas non plus, on n'est pas dans urgence et on n'avait pas à ce degré-là de respect de portée des obligations. Alors, autre question, toujours par rapport au DPO, puis après on reviendra sur d'autres aspects. Alexia Coimbélé, qui est du Pays Voironnais, qui demande s'il peut y avoir plusieurs DPO dans une collectivité aussi. Je pense que derrière, il y a la question de répartition du travail, du temps de travail. Et du mérite. Alors, si c'est une collectivité, au sens... non, il peut pas la réponse, elle est simple. Il ne peut pas y avoir plusieurs DPO. Vous êtes une collectivité, une personne publique, un seul délégué à la protection des données personnelles. Même si, en fait, la question est c'est la première fois qu'on me pose cette question. Mais première analyse, c'est que non, il peut pas y avoir, il ne peut y avoir qu'un seul délégué à la protection des données personnelles. Mais vous pouvez, comme je le précisais, avoir une équipe autour. Du reste, il y aura une personne nommée en tant que telle, mais il pourra travailler avec plusieurs autres personnes et à leur charge de s'organiser. Mais du coup, l'enjeu quand même pour certaines collectivités, ça va être de se dire, est-ce qu'on crée un poste à part entière? Est-ce qu'il y a un poste à part entière sur ce sujet-là? Parce que, il y a le fonctionnement des services, les préoccupations de terrain sont présentes, et du coup, avoir quelqu'un qui prenne ces fonctions-là, notamment comme on a vu par exemple un chargé d'études ou un chargé de communication qui est sur la communication de la collectivité, ça veut dire derrière, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir quelqu'un de dédié à ça, ou est-ce que la collectivité pourrait faire appel à un prestataire pour ça, par exemple? Ah oui, parfaitement. Et ça, c'est vraiment quand on parle de mutualisation du DPO ou d'externalisation, c'est de dire qu'on ne va pas prendre un agent en interne pour le faire. Parce qu'en fait, quand on dit, par exemple, qu'il doit être joignable, dans le RGPD, c'est écrit qu'il doit être disponible, c'est-à-dire qu'il doit être disponible et physiquement et dans sa charge de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement nommer une personne qui a déjà trop de travail pour exercer une mission qui va lui demander beaucoup de travail. Ça peut être une chose évidente, mais c'est vraiment un point important en effet. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, vous pouvez faire appel. Et en fait, ce qui était à la base prévu comme un aménagement, à savoir externaliser cette fonction, est en fait devenu la pratique courante, je le crois, pour les collectivités publiques. Et si j'en crois les chiffres à la matière que je n'ai plus en tête, je crois que c'est 50%, mais des départements, alors pas des conseils départementaux, mais des territoires qui sont couverts par une structure qui peut être un syndicat intercommunal qui fait office de DPO pour les collectivités et vous pouvez y adhérer. Et vraiment, la première chose que vous allez faire, c'est regarder si vous avez un tel syndicat près de chez vous, regardez éventuellement s'il y a
correspondant informatique et liberté près de chez vous. Et là, il y a une carte de la CNIL que la CNIL a fait, ou la Gazette des communes, je ne sais plus, peut-être la Gazette des communes en accord avec la CNIL. Ils ont fait ça, cette carte elle est super. Elle montre tous les CNIL qu'il y a en France, pas les CNIL, tous les sites qu'il y a en France. Et vous pouvez prendre contact avec cette personne et lui dire j'ai vu que vous étiez ici et qu'on voilà, ma commune est située à 50 km de la commune où vous exercez cette fonction. Nous devons nommer, comme toutes les communes, ce DPO. Est-ce que vous êtes intéressé? Et vraiment, vous organisez. Là, on est dans l'intercommunalité où vous organisez avec les autres personnes publiques pour nommer votre DPO. Auquel hypothèse j'ajoute, mais on la rencontre pas tant que ça finalement, alors même que ça aurait pu être le cas, c'est celle du délégué à la protection des données personnelles qui exerce cette fonction au stade à l'échelle de l'établissement public intercommunal à fiscalité propre, donc comité de communes, comité d'agglo et comité urbaine, et qui le fait pour la communauté et pour les communes qui en sont membres. Très bien. Alors, j'étais en train d'essayer de retrouver la carte justement pour pouvoir vous la partager. Je vais le faire après, pendant qu'on répond à une autre question. Pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur les commerçants, vous étiez un petit peu interloqué par rapport à ça. C'est une association qui a une liste de commerçants à sensibiliser pour le compte d'une collectivité. Et donc, la liste a été communiquée par la collectivité. D'accord. C'est ce qu'on disait. Et puis, ils sont donc chargés d'aller recueillir des informations sur les commerçants en remplissant un questionnaire. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très bien identifié. Après, ça veut dire que l'association, elle récupère les données du syndicat, mais charge au syndicat d'être dans le cadre du RGPD, c'est ça? C'est ça. Mais alors là, voilà, la question que vous devez vous poser, enfin, la première personne qui doit se poser des questions, c'est celle qui vous a communiqué la liste des commerçants. C'est pourquoi elle avait cette liste et pourquoi elle vous communique cette liste. Là, on a un cas, je fais une petite parenthèse, on a un cas intéressant d'application du RGPD au stade de savoir qui est concerné. Parce qu'en fait, si vous avez une liste des entreprises concernées que vous devez sensibiliser pour votre action, que je n'ai pas en tête, si ce sont des entreprises, le RGPD ne s'applique pas, parce que le RGPD s'applique aux personnes physiques. Comme ce sont des commerçants et qu'en fait vous avez des noms et des prénoms, ça doit être ça, de personnes physiques, de commerçants, le RGPD s'applique. Alors même qu'on pourrait être dans deux cas différents, donc ça c'est intéressant. Donc oui, vous avez une liste de commerçants à sensibiliser pour le compte d'une collectivité. Il faut vraiment, moi la question que je me pose toujours, j'en reviens, c'est la raison pour laquelle on vous a communiqué cette liste de commerçants. D'accord. Alors après, la liste nous a été communiquée. C'est la réponse de la liste qui nous a été communiquée par la collectivité. Nous sommes chargés d'aller recueillir des informations sur tous ces commerçants en remplissant ce questionnaire. Alors en général, c'est lié à des actions portées par les services prévention, réduction des déchets pour mener ensuite derrière une opération bien spécifique. D'accord, pour le compte de la collectivité. Voilà. Alors là, vous êtes en fait dans une situation où vous êtes sous-traitant de données personnelles pour le compte de la collectivité. C'est la première analyse que je formule. Donc, on n'est pas dans une situation de non-conformité au RGPD. Vous devez autant respecter le RGPD que la collectivité. Donc, vous devez bien vous assurer que les informations que vous allez recueillir seront bien des informations proportionnées, donc là je vous renvoie exact, proportionné et pertinente, adéquate. Enfin, là je vous renvoie vraiment à ce que j'ai dit lors de la webconférence sur les caractères des données que vous traitez, et vous en tant que sous-traitant. Et la collectivité également aura sa responsabilité en tant que sous-traitant, en tant que responsable de traitement. Mais a priori c'est la collectivité qui est responsable du traitement. Alors, du coup, autre question de Sébastien Marquez, la possibilité de se désinscrire d'une newsletter peut-elle être considérée comme un consentement implicite? Alors oui, parfaitement. Là, en fait, ça a été la question elle s'est posée puisqu'on l'a tous vécu en tant que personne physique, voyant des données personnelles traitées. C'est quand on a reçu des newsletters, on a vu ce cas-là et le cas nous a été présenté au cabinet. C'est légal, c'est conforme au RGPD que de laisser cette possibilité. Très bien. Autre question. Donc, Sandra Lallemand, qui est de la communauté de communes Les Pieux, qui demande quand on a un retour
de non-conformité de BAC, on a la référence du BAC du coup, et les ambassadeurs du tri et de la prévention sont obligés d'aller rechercher dans le logiciel de BAC l'adresse de l'usager pour intervenir auprès du foyer. Est-ce qu'on est dans un cadre légal dans ce cas de figure? Oui, a priori, oui. Oui, puisque l'adresse, elle est nécessaire pour avoir cette information. Donc oui, a priori, c'est conforme au RGPD. Là, je vois pas de... Alors du coup, ce que j'étais en train de faire, parce que vous me voyez taper, c'est pas très agréable. En fait, c'est que je vous remettais dans les ressources CNIL en bas à gauche le lien vers normalement les correspondants informatique et liberté. Et ça apporte une partie de la réponse à Xavier Flamand, qui est du Psychobad, qui demande est-ce qu'il y a un annuaire des structures qui proposent leurs services en termes de gestion des RGPD. Donc là, c'est pas de la prestation privée, mais en tout cas, c'est cette information-là. Pour le coup, est-ce qu'il existe un annuaire de prestataires, par exemple? Non, je crois pas qu'il existe un annuaire, mais il y a une association des délégués à la protection des données personnelles. J'ai pas le nom en tête, mais vous la trouverez sur Internet si vous tapez Association des délégués à la protection des données personnelles. Et voilà, au niveau national, qui recense toutes les structures qui exercent cette fonction. Très bien. Et donc Nadège Rottier, qui est de la collectivité. Et sinon, excusez-moi, je reviens. Oui, juste oui. Pour cette dernière question, oui, si vous devez chercher savoir quel DPO près de chez vous, en fait, c'est un peu ça la question. Ouais, je vous conseille vraiment de chercher à l'échelle départementale si vous ne voyez pas d'autres échelons au niveau local. Mais c'est manifestement à l'échelle départementale que cela est en train de se profiler. Donc vous tapez. Enfin, pour dire vraiment les choses grossièrement, vous tapez le nom de votre département, délégué à la protection des données personnelles, et vous allez voir, par exemple, il y en a un en Picardie, mais je cherche son nom depuis 5 minutes, je n'arrive plus à m'en souvenir. Ça reviendra d'ici la fin. Mais oui, ça va. Mais voilà, vous avez beaucoup de, je crois que c'est 50% des territoires qui ont un syndicat ou une structure qui fait office de DPO, et ça reste a priori la solution la plus sécurisée, enfin du moins ça paraît plus sécurisé que nommer un agent en interne, car vous avez des professionnels, des gens qui en ont fait leur objet social. Vous avez un exemple de collectivité justement qui a monté un marché ah oui, pour faire appel à un DPO? Ah oui, alors vous voulez un exemple? Par exemple, je sais que Grand Avignon ont demandé par la voie d'un appel d'offres un délégué à la protection des données personnelles pour Grand Avignon et ses communes, et là il y en a énormément. D'accord. Oui, il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de personnes susceptibles de répondre aussi. Oui, parfaitement. Autre question de Nadège Rottier de la communauté de communes Sud-Estuaire qui indique que sur tous les documents qui sont transmis aux usagers, est-ce qu'il faut afficher en bas du document une phrase du type conforme à la RGPD, comme vous pouvez le voir auparavant par rapport à la loi de protection des données? Et du coup, j'en profite pour partager aussi la question de Nadine Plédel, puisqu'elle a mis un type de formulation à la fin d'une fiche d'enquête, par exemple, pour constituer un fichier de redevable pour la redevance incitative, et elle donne son exemple. D'accord. Est-ce que ce sera conforme? On va le lire après. Et d'abord, pour répondre à la première question de Madame Rottier, oui, si vous aviez un document où c'était écrit les données traitées dans le présent document sont respectées en conformité avec la loi informatique et liberté, oui, vous mettez le RGPD. Là, c'est une espèce d'actualisation voilà, de votre document. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire sur tous les documents, sur tous vos courriers, il faut vraiment voir à chaque fois pourquoi vous faites ça, c'est-à-dire pour donner cette information à la personne concernée. Mais si la personne concernée, elle a déjà, ou du moins elle est déjà à même d'avoir cette information, par exemple dans le règlement de service, on n'est pas obligé de l'asséner à chaque fois sur le respect du RGPD, sauf si c'est une nouvelle donnée ou s'il y a une espèce de nouveauté voilà, mais là c'est à la libre appréciation à chaque fois à votre libre appréciation. D'accord. Ensuite, on va lire la formulation et on va voir si c'est conforme au RGPD. Alors, je vais la lire en même temps. La présente fiche d'enquête a pour finalité la constitution d'un fichier devant permettre une tarification incitative pour le traitement des déchets sur le périmètre de la collectivité. Conformément au RGPD, toute personne peut obtenir communication sur le traitement des données, rectification ou suppression des informations la concernant,
en s'adressant à la collectivité qui sera l'unique utilisatrice des données recueillies. Ah oui, ça c'est une formulation qui est parfaitement conforme au RGPD, mais donc là je peux dire que oui, c'est suffisant, mais il faut voir ce que cela implique. C'est-à-dire que quand on précise que la collectivité, il ne faut pas non plus que la collectivité qui institue ça se bride d'elle-même, entre guillemets. Par exemple, quand on précise qu'elle sera l'unique utilisatrice des données recueillies, vous pouvez... ce sera peut-être pas nécessairement le cas, et donc là, ça me paraît un peu délicat de le préciser. Et même si l'hypothèse est assez, très précise et qu'on j'imagine mal les raisons pour lesquelles la collectivité devra communiquer ses données personnelles à une autre personne, ça reste pas interdit. Ça peut être fait quand même sous réserve de respecter le RGPD. Donc du coup, par exemple, la dernière phrase, elle peut être changée en disant la communication à une autre collectivité se fera aussi obligatoire, se fera dans le respect du RGPD. Mais du reste, la mention, elle est amplement suffisante. Parce qu'on voit bien qu'on détermine, la première chose, c'est de déterminer la finalité, c'est-à-dire d'expliquer à la personne la raison pour laquelle on collecte les données personnelles. D'accord. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, il y en a d'autres qui souhaitent aussi partager leur cas particulier, pour profiter de l'expertise de Benjamin Carré. Donc Nadège Rottier à nouveau indique que dans le cadre de gestion des impayés, est-ce qu'on peut communiquer toutes les données, date, lieu de naissance à la trésorerie, puisque l'idée c'est de récupérer après mais vous avez besoin de communiquer les données qui seront nécessaires pour vous pour récupérer l'argent, pour dire des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas on n'est pas dans l'illégalité par rapport à la personne dont on communique les données. Non, on n'est pas dans l'illégalité si on arrive bien à calibrer les choses. Et donc, il faut savoir, mais là, je ne connais pas les règles, par exemple, de la trésorerie pour recouvrer l'argent et pour... mais par exemple, est-ce que la trésorerie, elle a les données personnelles de son côté, elle en a énormément. Mais est-ce qu'elle a besoin d'avoir la date de naissance, la date et le lieu de naissance? A priori, en fait, on peut dire oui, parce qu'on peut être dans une situation où il va y avoir des homonymes, donc du coup, il faut, pour différencier des homonymes, avoir la date et le lieu de naissance au moins. Donc, oui, on peut communiquer ces deux données. Mais toutes les données, pas nécessairement. Est-ce que vous avez besoin de communiquer la situation professionnelle de l'agent, alors même que vous avez la situation professionnelle de l'agent? Non. Du coup, la question se pose aussi, par exemple, bon, je pense que là, on est dans un cas particulier, parce que quand il y a des procédures par rapport à la gendarmerie, s'ils sont appelés pour des renseignements sur des usagers. Alors là, effectivement, on est dans un cas particulier, parce qu'on est dans le ressort du droit pénal. Alors déjà, pour préciser, effectivement, le RGPD, il a des espèces de frontières, et notamment, par exemple, pour les juridictions judiciaires, elles n'appliquent pas le RGPD. Là, on n'est pas une juridiction judiciaire, on est la gendarmerie. Mais c'est pour bien préciser que voilà, on touche un petit peu la frontière. C'est une bonne question, mais je pense en fait que dans cette hypothèse, c'est pas tant le RGPD qui s'applique que le droit pénal, et donc pour lequel je garderai bien de préciser son contenu, car je ne suis pas pénaliste. Mais si la gendarmerie vous appelle pour avoir des renseignements sur des usagers, c'est se poser la question du RGPD n'est pas nécessairement le plus pertinent. Autre question, quel pourrait être l'impact du prélèvement à la source? Bon, alors là, on va carrément au-delà du service déchets. Merci pour la question qui est très généraliste, mais du coup, on est bien au-delà du service déchets. Quel pourrait être l'impact du prélèvement à la source s'il est effectivement mis en place sur la protection des données des agents? Mais c'est une très bonne question parce que effectivement, pour prélèvement à la source imposera pour les employeurs, là je suis dans la situation employeur salarié, mettra à disposition de l'employeur des données personnelles qu'il n'avait pas, mais qui seront sûrement pour lui nécessaires pour ce prélèvement, justement. Le prélèvement à la source, c'est un prélèvement qui est fait par l'État, et en fait l'État, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou pour nous, l'État n'est pas tant concerné par ça, par le RGPD, puisqu'en fait la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante, mais elle ne sanctionnera pas l'État, parce que l'État s'est bien gardé dans la loi de se faire sanctionner, donc du coup il s'est mis une dispense qui devait être appliquée
que les sénateurs voulaient appliquer aux collectivités locales, mais qui a été retiré. Mais ce qui ne veut pas dire que l'État sera ce monstre froid qui va vous violer toutes les données personnelles. Mais là, c'est comme un peu comme l'hypothèse de la gendarmerie. On n'est plus dans l'hypothèse, on n'est pas hors champ d'application du RGPD, mais en grande partie, ça l'est. Alors, pour revenir à nos problématiques déchets, même si c'est une question très intéressante, je pense, au-delà de la webconférence, Mélanie Licao-Galilée pose la question suivante nous avons une direction de la fiscalité qui nous a demandé la transmission des fichiers des producteurs de déchets pour l'élargissement des bases fiscales, et le cabinet d'avocats qui suit a préconisé la non-transmission des données. Okay. Est-ce que, par exemple, vous auriez fait la même chose? Là, c'est difficile de donner une analyse. Bon, après, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin dans le pourquoi aussi. Il y a une non-transmission des données, il y a peut-être une non-transmission de certaines données ou un cas particulier. Enfin. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas j'ai pas toutes les informations pour vous donner une analyse vraiment approfondie. Mais c'est un bon exemple qui montre que quand vous êtes amené à être sollicité pour communiquer des données personnelles, alors même qu'il peut y avoir une espèce d'autorité qui peut s'imposer de la part de la personne qui vous sollicite, vous ne devez pas avoir froid et vous ne devez pas garder votre sang froid, on va dire ça comme ça, et se dire que non, je peux ne pas communiquer ces données. Dans ce cas-là, il faut lui prévenir et lui dire les raisons pour lesquelles, au regard du RGPD, vous pensez que cette communication des données, qui sera un traitement de données personnelles, n'est pas conforme au RGPD. Mais a priori, en fait, vous êtes responsable du traitement, il y a une obligation pour vous de ne pas communiquer ces données personnelles à tout tiers, à ces données personnelles. Et là, la direction de la fiscalité est un tiers, donc elle a effectivement pas de raison de les recevoir. Mais pourquoi elle vous demande à vous, c'est une autre question. Peut-être qu'elle est obligée et qu'il n'y a pas d'autre choix pour elle. Donc c'est vraiment compliqué. Là, je peux pas m'avancer dessus. Alors, la raison était la trop grande différence entre la raison de recueil des données et l'utilisation que souhaite en faire la direction de la fiscalité. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, oui, c'est une bonne exemple où, en fait, là, le cabinet d'avocats s'est intéressé pour la direction de la fiscalité au respect de la finalité de traitement. Et comme la personne qui vous sollicite ces données personnelles va pas respecter, ou vous pensez qu'elle n'est pas à même de respecter la finalité du traitement qu'elle entend conduire, eh bien, vous ne pouvez pas vous-même lui communiquer ces données. Alors, une autre question qui est toujours intéressante pour la redevance déchets, les agences immobilières sont-elles en droit de refuser de nous donner les nouvelles adresses des usagers pour l'envoi des redevances? Là, oui, a priori, ça pourrait être le cas. Vous avez... Alors, comment ça se passe? Parce que du coup, la collectivité, elle doit quand même faire appliquer la... Mais oui, vous devez... elle doit quand même envoyer la facture, donc ça veut dire que... Ou alors, elle l'applique à l'agence immobilière, enfin, comment ça se passerait? Oui, mais en fait, est-ce que... Je ne rencontre pas ce cas tous les jours, mais il faut savoir la raison pour laquelle ce sont les agences immobilières qui sont les seules à même de communiquer ces informations. Parce que quand le propriétaire... une vente ou... Non, mais même en location, s'il y a un turnover de locataires, comment la collectivité peut avoir l'information des nouveaux locataires quand ça change? Sachant que c'est le locataire qui paye la taxe ou la redevance liée aux déchets, c'est pas le propriétaire. Alors, a priori, oui, parce que vous êtes dans le respect d'une obligation légale et dans l'exécution d'une mission de service public et de l'exercice d'une autorité publique. Donc votre traitement, il est licite et donc il n'y a pas de raison qu'elle vous refuse de communiquer ses données personnelles. Donc qu'est-ce qui se passerait par exemple si elle refuse? Mais en cas de refus, il faut il faut faire une réclamation qui est plus formalisée et ensuite il faut solliciter l'avis de la CNIL pour qu'elle-même, alors pas un avis public, pas nécessairement, mais voilà, que la CNIL se prononce sur le cas particulier et l'agence immobilière sera informée de ce que la CNIL lui aura dit ou non de communiquer ses données. Et là, c'est vraiment la force, ce sera la décision. La CNIL est autorité de contrôle et après, le juge peut intervenir. Mais quand on est au stade de la CNIL, c'est que on arrive généralement à trouver une espèce d'accord. Donc voilà, si la CNIL refuse, ce que j'imagine mal,
il y a toujours possibilité de recours devant le juge. Mais c'est quand il y a un refus et qu'on n'arrive pas à trouver une solution amiable, il faut solliciter la CNIL. Très bien. Alors, n'ayant pas de nouvelles questions, je pense que vous avez eu tous les éléments d'information qui vous étaient utiles pour pouvoir maintenant engager les démarches, si ce n'était pas le cas, pour être en conformité avec le RGPD. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est désormais de répondre au questionnaire qui apparaît, notamment d'indiquer si vous étiez plusieurs à visionner la webconférence derrière l'ordinateur, ça permet de pouvoir vous diffuser une attestation de formation. Et puis, si vous avez envie de poser des questions complémentaires sur le RGPD, sur le réseau, interpeller les autres collectivités, vous avez le lien direct en dernier pour poser votre question. N'hésitez pas à ajouter les questions complémentaires si vous en avez qui vous reviennent à l'esprit, à l'indiquer dans le cadre qui est présenté là. En tout cas, je remercie Benjamin Carré pour la présentation, les réponses aux questions. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. Merci à vous.